Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo et je vais avoir le bonheur de vous accompagner tout au long de ces 2 heures pour parler d'un sujet éminemment d'actualité. On va parler bien sûr du climat, de modélisation du climat, de services climatiques, toute une série de sujets qu'on va évoquer avec les panélistes, avec les participantes et participants à la table ronde qui se profile, que je vous présenterai dans quelques instants. Et bien sûr avec vous, vous qui êtes là dans la salle. N'hésitez pas au cours de cette conversation à prendre la parole, à poser des questions, à partager vos commentaires. Et puis vous qui nous regardez aussi en direct sur YouTube à travers le chat du live qui se retrouve en regard de la vidéo, n'hésitez pas à partager vos questions, vos interrogations, vos commentaires. On en a vraiment besoin pour, encore une fois, donner à cette conversation le plus de dynamisme possible. Vous êtes les bienvenus donc. Et je voudrais remercier encore une fois les représentantes et représentants de l'Académie du climat ici à Paris pour leur accueil. C'est vraiment un chouette lieu. N'hésitez pas, si vous êtes parisienne ou parisien, à y venir. Il y a des bonnes vibrations, comme on dit. Alors de quoi on va parler dans les toutes prochaines secondes? On va parler de Trax. Et pour ça, je vais demander à 2 représentants, une représentante et un représentant de ce PEPR de me rejoindre. On va faire un petit point sur Trax. Alors Trax, on va en parler avec Masa Kageyama et Samuel Morin qui sont juste là et qu'on applaudit, s'il vous plaît. Je vais prendre un micro. Hop. Voilà. Quelle ambiance. Alors, il faut dire qu'on est là ce soir pour parler, je l'ai dit, de la recherche au service de l'action climatique et que cette soirée est organisée dans le cadre d'un programme de recherche, d'un PEPR qui s'appelle Trax. Donc je l'ai dit, on va tout de suite expliquer que Trax, ça veut dire transformer la modélisation du climat pour les services climatiques, c'est ça. Et un PEPR, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un PEPR? On peut en dire un petit mot peut-être? C'est un programme de recherche spécial. Si je ne me trompe pas, programme d'équipement prioritaire de recherche. Sachant que l'équipement, ici, ce sont les ressources humaines. Bon, merci beaucoup pour cette précision. Donc le sujet du PEPR Trax, encore une fois, transformer la modélisation du climat pour les services climatiques, qui est piloté par le CNRS et Météo France, c'est bien la modélisation du climat. Et pour en parler, donc, vous êtes avec nous, Madame Kageyama, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, laboratoire de la Fédération de recherche Institut Pierre-Simon Laplace, je ne dis pas de bêtises? Très bien. Merci beaucoup. Et Samuel Morin, vous êtes chercheur et directeur du CNRM à Météo France. Voilà, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Avant de parler de la recherche au service de l'action climatique, au cours de cette table ronde, on parlera d'adaptation, d'atténuation. Tous ces sujets seront abordés tout à l'heure. Avant d'aborder donc cette thématique-là, je voudrais que vous nous rappeliez, peut-être l'un et l'autre, à tour de rôle, ce que c'est que la modélisation du climat, qu'est-ce que c'est qu'un modèle climatique, et puis qu'est-ce que c'est qu'un service climatique, parce qu'il va en être beaucoup question ensuite pendant la table ronde. Qui se lance? Pour la modélisation du climat, ça vous fait penser à quoi? Alors on va commencer par les modèles de climat. C'est dur. C'est dur. C'est dur, mais c'est tellement nécessaire. Ah, le micro n'est pas allumé. Pardon, le micro n'est pas allumé. Voilà. Voilà. Je vais commencer par dire à quoi il sert. Alors, le modèle de climat, c'est une représentation du système climatique, c'est-à-dire de l'atmosphère, de l'océan, des surfaces continentales et de leurs interactions. Pour comprendre le changement climatique, c'est un outil de choix. On a les observations et on a les modèles. Qui sont d'immenses codes de calcul qui tournent sur des supercalculateurs qui nous permettent à la fois de faire des expériences pour comprendre le climat actuel et passé, mais aussi, et vous les connaissez certainement plus que pour cet objectif-là, de projeter, on dit, le climat pour le futur. Et on parlera notamment tout à l'heure au cours de la table ronde peut-être de faillibilité de ces modèles. Est-ce qu'ils sont faillibles? Comment est-ce qu'ils sont évalués? J'ai diffusé ici 2 images signées Médus Communication, je crois qu'on retrouve dans le livre signé par Anne Bress et Bonpote sur voilà, le climat, tout savoir, tout comprendre ou presque sur le climat. Je vous invite à regarder davantage, si vous avez des questions sur ce sujet, ce bouquin super bien fait. On parle de service climatique. Qu'est-ce que c'est un service climatique? Samuel Morin. Un service climatique, alors c'est un terme qui est relativement nouveau.
on parle de services climatiques quand, sur la base des informations qui sont produites, notamment par les modèles de climat, par les observations et par des informations qui touchent à la façon dont l'évolution climatique nous touche en termes d'impact sur les modes de vie, sur le fonctionnement des entreprises, sur le fonctionnement de certains secteurs industriels ou secteurs économiques au sens large. Quand on arrive à traduire en impact sur ces secteurs l'évolution climatique et qu'on arrive à aller jusqu'à l'accompagnement de l'aide à la décision pour différentes options, notamment d'adaptation au changement climatique, alors c'est à ce moment-là qu'on parle de services climatiques. Ces services climatiques, ils sont assurés par qui? Alors les services climatiques aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui émerge et qui répond à ces besoins en fait, puisque sur la base des modèles de climat, on a compris ces dernières décennies à quel point les émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines sont responsables du changement climatique, de la hausse des températures. Donc ça nous donne des informations qui permettent d'asseoir la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre si on veut limiter l'ampleur du changement futur. Mais il y a une deuxième volet dans l'action climatique qui est l'adaptation. L'adaptation au changement climatique, c'est comment faire avec un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Et pour s'adapter au changement climatique, parmi un certain nombre d'informations qui sont nécessaires, il y a les informations sur justement les conséquences du changement climatique pour permettre d'éclairer en fait différents choix et de mesurer à quel point ils sont ou pas adéquats par rapport à l'évolution climatique future. Alors on peut peut-être parler de deux d'entre eux pour fixer les idées. Climessence, peut-être un petit mot si vous pouvez, et puis ClimSnow. Alors, Climessence, je ne suis pas spécialiste de ce service climatique en particulier. Souvent, les services climatiques ils sont développés quand on met en place une collaboration assez large entre des spécialistes de l'évolution du climat, des spécialistes de ses conséquences, et puis des représentants, des porteurs d'enjeux, des parties prenantes qui permettent justement de mesurer à quel point une évolution climatique peut avoir des conséquences pour leur fonctionnement et pour leur pérennité. Et Climessence porte sur l'impact du changement climatique sur les milieux forestiers et donc comment on peut construire des trajectoires de reforestation avec telle ou telle espèce, telle ou telle essence en fonction de l'évolution climatique. ClimSnow, c'est un autre exemple de service qui vise à éclairer en fait, les choix d'adaptation des territoires de montagne, des stations de sport d'hiver en particulier, pour tenir compte de l'impact du changement climatique sur leur aménagement futur et d'intégrer cette dimension dans leur réflexion de transition. Je vous propose de reparler en quelques mots du PEPR Trax, de ce programme de recherche poussé par le CNRS et Météo France. C'est quoi les grands enjeux finalement de ce programme de recherche? Il sert à quoi? Combien de temps il va durer? Quels sont ses objectifs principaux? Alors, Trax, il a été lancé aujourd'hui, on peut le dire peut-être, au CNRS. Trax a été lancé aujourd'hui au siège du CNRS. Il est prévu pour durer 8 ans. Et qu'est-ce qu'on a comme grand défi? On a un défi qui est d'améliorer nos outils de modélisation pour aller vers les besoins des utilisateurs tout en étant basé sur la meilleure connaissance possible en sciences du climat. Donc, premier enjeu. Deuxième enjeu, co-construire ces services climatiques dont on vient de parler, c'est-à-dire déterminer ensemble quelle est la meilleure façon de répondre aux besoins des utilisateurs avec les connaissances et les outils actuels. C'est-à-dire ne plus trop raisonner en silo, c'était peut-être pas le cas avant, mais en tout cas essayer de se faire se rapprocher les acteurs, utilisateurs d'un côté et fournisseurs de données et d'analyse de l'autre. Tout à fait. Et puis le troisième enjeu, c'est de recruter et de former et de recruter la prochaine génération des experts en sciences du climat. Alors c'est un nouveau métier ou c'est des chercheurs comme vous, mais simplement il en faut en plus grand nombre? Il en faut en plus grand nombre et je pense qu'il faut aussi de la diversité par rapport à la communauté qu'on a maintenant. Justement, par exemple, sur ces métiers qui font le lien entre services climatiques et recherche, il y a des nouvelles façons de faire de la recherche, de faire des services climatiques qui vont émerger. Il faut aussi, bien sûr, maintenir la recherche en sciences fondamentales. Donc en fait, on va élargir le panel d'expertise en sciences du climat. En tout cas, c'est le but. Vous avez le temps, 8 ans. Quoique, ça passe vite Mais peut-être. ça passe vite. Il y aura un bilan à mi-parcours. Comment ça se passe avec Trax? Il y aura un bilan au bout de 4 ans, on fait un point. Au bout de 3 ans et encore une fois avant les 8 ans. D'accord. Pour finir, peut-être parler avec Samuel Morin des partenaires avec qui vous faites ça. Alors, je l'ai cité, Météo France et CNRS sont devant, j'allais dire, fer de lance, mais
Alors, le TRAC, c'est un programme. Donc, l'idée, c'est que ça a vocation à structurer en fait la communauté scientifique. Et donc, les partenaires de TRAX qui sont estampillés comme tels dès le départ, c'est Météo France, le CNRS, le CEA, l'IRD, qui sont deux autres grands organismes nationaux, le CERFAX, qui est un laboratoire spécialisé, une entité spécialisée en modélisation à Toulouse, et puis 4 universités, Université Grenoble-Alpes, Université Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay et Sorbonne Université. Voilà. Donc 3 universités de l'agglomération parisienne, Université grenobloise et 4 organismes nationaux, 5 organismes nationaux en plus avec Météo France et le CNRS. C'était Massa Kageyama et Samuel Morin. On les applaudit. Merci beaucoup pour cette ouverture. Et du coup, on vous invite à reprendre votre place. Bien sûr, vous aurez la possibilité de partager vos questions, vos réactions aussi pendant l'échange, pendant le temps de discussion avec le public tout à l'heure. Et si vous nous rejoignez en direct là, sur le live sur YouTube, vous êtes les bienvenus. On est en direct de l'Académie du Climat avec 4 intervenants. Avec qui? Non, ça ne fonctionne pas, Anne? Bon, si on va faire comme si. N'hésitez pas à partager vos questions et commentaires si jamais ça s'arrête de laguer. Voilà, et je voudrais qu'on applaudisse aussi David qui est là juste derrière, mais qui est au pilotage des caméras et qui va nous offrir une super vidéo. Manière pour moi de lui mettre une pression de dingue, pas du tout. David, je suis malheureusement techniquement abandonné par ma petite manette magique, Zapette, et donc je te propose, David, régulièrement au cours de cette soirée, de passer les slides. Je te dirai, David, c'est à toi. On fait ça? Merci beaucoup, David. Voilà, c'était un point technique, mais qui est important de faire ces points techniques, n'est-ce pas? Parce que sinon, la conversation est grippée. Allez, je vous présente. Mais d'abord, je vais pitcher cette table ronde dont j'ai dit quelques mots rapidement, mais on peut peut-être partir d'un rapport que vous connaissez bien, d'une synthèse que vous connaissez bien. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies a publié son rapport de synthèse de 8 années de travaux. Il appelle notamment de ses voeux une amplification massive du financement de l'action climatique et déplore, je cite, que les flux financiers publics et privés destinés aux combustibles fossiles restent plus importants que ceux destinés à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation. Tout ou presque semble dit, il faut agir plus vite, plus fort et investir davantage dans ces outils qui sont, par exemple, les services climatiques. Mais de quelles données concrètes fournies par ces services les acteurs publics ont-ils besoin pour réduire les conséquences du changement climatique sur toutes les populations d'un territoire? Comment s'assurer de l'équité et de la justice des modèles utilisés? Quels progrès les modèles du climat doivent-ils encore faire pour produire des informations vraiment utiles? Et au-delà, comment arbitrer entre atténuation et adaptation alors que les ressources scientifiques, comme celles de la planète, sont pas du tout infinies? Pour en parler, et pour parler d'un certain nombre d'autres sujets, notamment ceux qui vous viendront à l'esprit au moment de l'échange avec la salle, on a à peu près 2 heures avec Julie Dehaye, chercheuse au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique, l'Océan, j'adore le sigle. Bonsoir Julie, on peut vous applaudir. Merci d'être avec nous. Il y a Julie Jebel, une autre Julie, philosophe des sciences, chargée de recherche CNRS au Centre national de recherche météorologique à Toulouse, que connaît bien Samuel Morin. Bonjour Julie Jebel, ou bonsoir, ça va? Oui? Bon. Il y a à votre gauche Yann Françoise, adjoint directeur de la transition écologique et du climat de la ville de Paris, responsable du pôle climat. Vous jouez à domicile, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure en rentrant dans cette salle, on vous applaudit néanmoins. Merci d'être avec nous. Et avec vous, on va parler pas mal d'adaptation, notamment. Et enfin, last but not least, on a la chance d'avoir avec nous Esther Loiseleur. Elle est collaboratrice du groupe écologiste pour tout ce qui concerne la mission Paris à 50 degrés sur l'adaptation aux méga vagues de chaleur de la ville de Paris. Bonsoir Esther Loiseleur. Alors, je vous propose il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez compris dans mon pitch d'emblée, beaucoup de thèmes à aborder. Je vous propose de distinguer 4 grands temps dans cette table ronde avant ensuite de vous donner la parole. On va d'abord parler de ce que vous faites au quotidien, hein, de votre métier de chercheuse, de chercheur, de votre métier d'adjoint du directeur. Ce que ça évoque pour vous, bien sûr, sur ces sujets du climat. Donc, je vous donne un petit temps pour vous présenter. Ensuite, on va parler de 3 sujets.
compréhension de quoi est-ce qu'on manque aujourd'hui pour comprendre la façon dont le climat évolue, quels progrès doivent être accomplis, notamment pour répondre aux questions que se prochent les acteurs publics sur le terrain. On va parler ensuite d'atténuation. Et on finira par parler d'adaptation, en essayant de voir si atténuation et adaptation, voilà, s'il y a une tension entre ces deux aspects de la réponse à apporter, de l'action climatique à apporter. Allez, je commence tout de suite avec Julie Dehaye. Merci d'avoir patienté ce long laïus, d'avoir attendu la fin de ce long laïus. En quelques mots, je l'ai dit très rapidement, hein, vous êtes climatologue, mais ça veut, pardon, tout et rien dire, ça veut dire beaucoup de choses en tout cas. Vos thèmes de recherche, et puis votre rôle d'Anthrax, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait, merci Mathieu. Mon thème de recherche, je vais aller vite parce qu'on en a parlé. En fait, moi, je participe à tout cet effort de faire les modèles de climat et donc prédire le futur. Alors, ce n'est pas Madame Irma avec une boule, même si on les fait à l'échelle du globe, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les projections climatiques. Donc, ce sont des modèles mathématiques, physiques, qui utilisent des supports numériques, des gros calculateurs, et ce sont ces modèles qui informent le rapport du GIEC. Donc, le rapport du GIEC en déduit quelles sont les trajectoires et les effets à l'échelle globale des hausses des concentrations de gaz à effet de serre. Et de ça sont déduites les politiques publiques, et en effet avec ces deux grands sujets d'atténuation et d'adaptation. Concrètement, je ne suis pas seule à faire ça, on est un grand groupe. Donc qui dit grand groupe dit faire des réunions, discuter, chacun avec sa spécialité. Moi au départ je suis océanographe, donc j'étudie les courants marins. Et puis on forme des jeunes, donc j'ai des thésards, j'ai des étudiants. Je fais aussi des conférences, comme on le fait ce soir, pour raconter notre expertise, que ce soit auprès d'autres scientifiques, mais aussi auprès du grand public, parce que tous ces sujets, ça touche tout le monde, et c'est maintenant qu'il faut en parler. Alors c'est des sujets qui touchent tout le monde, mais c'est un peu complexe quand même, ces thématiques liées à la modélisation du climat. Tout à fait, c'est complexe et c'est surtout, ça touche plusieurs disciplines à la fois. C'est ça qui le rend encore plus complexe. Déjà, la physique n'est pas simple. Les courants océaniques, on pourra reparler du Gulf Stream, ce n'est pas du tout des choses qui sont faciles à conceptualiser. Mais derrière, dans le modèle numérique, dans ce modèle de climat, c'est d'abord en fait comme un jeu vidéo. Donc il faut savoir parler un langage informatique qui est en effet pas tout à fait accessible. Et on se sert essentiellement de résultats de mathématiques. Donc il faut aussi savoir parler avec des mathématiciens. Et si on parle aussi du rôle, par exemple, des végétations sur la pompe de carbone, si on parle du rôle du phytoplancton dans les océans pour les puits de carbone, là on doit aussi parler avec des biologistes, des biogéochimistes, des physiciens. Si on pense aux aérosols dans l'atmosphère, il faut parler à des chimistes. C'est ça qui rend en fait cette activité modélisation du climat encore plus complexe. C'est qu'on a vraiment besoin de toutes ces disciplines réunies. Maintenant, vous le savez tous, quand on est de deux disciplines différentes, il faut déjà trouver un langage commun. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils se comprennent, ces scientifiques qui viennent d'horizons disciplinaires si différents? Voilà, il faut accepter de prendre le temps de trouver un langage commun, de prendre le temps aussi d'accorder nos enjeux, à la fois en termes de temps de délivrer un résultat, mais aussi en termes de pourquoi on fait ça et quelles sont les priorités dans les enjeux de chacun. Je veux bien, David, qu'on passe à la slide présentation de la table ronde. Voilà, et même encore celle d'après. C'est super. On peut juste diffuser, en appuyant sur la touche lecture, ces petits extraits vidéo qui sont assez significatifs. Alors, j'ai repris cette vidéo du site Huffington Post. Je salue l'équipe éditoriale au passage. Il arrive des moments où les images sont peut-être un peu suffisantes pour montrer à quel point ces sujets sont cruciaux. C'est vrai, mais je pense qu'il faut accompagner aussi ici d'un narratif. Là, on voit des images d'événements extrêmes de météorologie. Et on parle de climat. Est-ce que c'est deux choses différentes ou pas? En fait, malheureusement, on le sait maintenant parce que derrière, on fait des études pour attribuer ces événements extrêmes ou pas au changement climatique. Et la réponse est que oui. Maintenant, ces événements extrêmes, la fréquence de leur apparition, l'ampleur des dégâts qu'ils occasionnent, c'est la signature du changement climatique. Il faut faire attention à ne pas attribuer tout événement extrême au changement climatique. Derrière, il y a une science, c'est la science de l'attribution. D'où la nécessité d'avoir des outils pour bien faire le tri dans tout ça. Oui, c'est certain, et on le voit aussi ici avec ce graphique et dans plein d'autres, dans tout le rapport du GIEC, je pense qu'on ne manque pas maintenant d'illustrations qui montrent qu'est-ce que ça induit le changement climatique sur nos sociétés. Ça, c'est certain. Ça, c'est effectivement un dessin une illustration qui est tirée du rapport de synthèse dont je parlais tout à l'heure. Je continue mon petit tour de table ronde. Je vais y arriver. Je ne sais pas où est la table, mais en tout cas, la table est carrée. Julie Jebel, vous êtes une philosophe des sciences
au CRNM. Depuis peu, hein, je crois que vous êtes arrivé à Toulouse il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement, en janvier. Qu'est-ce qu'une philosophe des sciences vient faire s'agissant du climat? Il y a énormément de choses à faire, très intéressantes. On vous a demandé de faire quoi en arrivant? Alors, je réalise un projet de recherche. Hein. Il faut quand même que je dise que c'est la philosophie des sciences, peut-être, parce que c'est pas. Oui, c'est quoi la philosophie des sciences? On a une bonne question aujourd'hui à poser pour Donc commencer. la philosophie des sciences, c'est une sous-discipline de la philosophie qui s'intéresse au mode de production de la connaissance scientifique. Donc elle va se nourrir de la science, de l'examen des pratiques scientifiques pour pouvoir savoir comment on produit de la connaissance en tant que telle, de la connaissance scientifique en tant que telle, et inversement, avec un discours un peu normatif sur qu'est-ce qui fait qu'on produit bien de la connaissance, selon quelle méthode, avec quels outils, avec quels idéaux scientifiques on produit bien de la connaissance scientifique. La philosophie des sciences peut produire une analyse. Oui, parce que les scientifiques ne sont pas des sciences. purs esprits, ce sont des humains avant Ce sont tout. des humains, exactement. Et ils charrient avec eux, y compris dans la construction de leur modèle, quoi, des biais, des façons. Alors, il y a cela, mais on peut. La philosophie des sciences a beaucoup documenté la manière dont on produit la connaissance scientifique, et l'a beaucoup analysé de manière critique, mais aussi selon des normes strictement scientifiques. Hein. Par exemple, l'unité des sciences, le réalisme scientifique, ce sont des idéaux scientifiques qu'on s'imagine que tout scientifique veut poursuivre. Mais il y a effectivement, et ça c'est quelque chose d'important à prendre en considération, le fait qu'un scientifique c'est aussi une personne sociale qui a des intérêts sociaux, qui est ancrée dans un contexte, un épisode historique particulier. C'est pas un agent abstrait qui est complètement détaché du contexte social dans lequel il travaille. Et effectivement, ce fait-là a une importance dans la manière dont la scientifique va produire la connaissance, effectivement. Et alors du coup, dans le cas de Trax, qu'est-ce qu'on vous a demandé d'être un petit peu le caillou dans la chaussure, pardon, l'expression n'est pas très pertinente, enfin voilà, vous êtes dans l'ombre des chercheuses, des chercheurs. On m'a pas vraiment demandé, on m'a proposé de contribuer à Trax et je suis... et vous avez dit oui. Oui, complètement. C'est une opportunité importante, et je vais reprendre un mot qui vient souvent, de co-construire des services climatiques. Il faut voir, du point de vue de ma discipline, qui est la philosophie des sciences, il y a un enjeu énorme qui est de réfléchir sur comment on produit une connaissance qui est politiquement utile, et pas une connaissance scientifique comme on s'imagine ce qu'est une connaissance scientifique, comme les disciplines, l'astrophysique, la cosmologie peut produire de la connaissance scientifique. Ici, on a un enjeu particulier, un enjeu sociétal particulier. Qu'est-ce que ça veut dire produire une connaissance qui est politiquement utile ou socialement utile? On peut en discuter. Et ça, c'est un enjeu fou, rien que pour la philosophie. Vous voulez dire que par contraste, il y a des connaissances produites aujourd'hui qui sont inutiles? Alors, qui seraient politiquement inutiles? Peut-être, en tout cas, qu'elles ne sont pas utiles pour répondre à une question précise. Je ne sais pas si dans l'absolu, une connaissance peut être absolument inutile, en revanche. Merci pour cette réponse, sur laquelle je vais peut-être revenir tout à l'heure. Yann Françoise, quel est votre rôle à la ville de Paris? Je l'ai dit, hein, vous êtes adjoint directeur, responsable du pôle climat. C'est quoi le pôle climat? Il fait quoi? Et vous, qu'est-ce que vous y faites? C'est assez simple. Le pôle climat est le pôle qui, depuis un peu plus presque 20 ans maintenant, accompagne la ville, son territoire, sur toute la politique de lutte contre le changement climatique. On va revenir après en détail sur les différentes parties et volets de lutte contre le changement climatique, mais mener une telle politique sur l'ensemble d'une municipalité, c'est d'abord accompagner effectivement les décideurs locaux sur le choix à apporter, les objectifs, et après, une fois que ces décisions sont prises, que ces plans sont adoptés, c'est aussi de les suivre, les mettre en place, accompagner les acteurs, pas uniquement que les services administratifs, accompagner aussi et protéger les Parisiens, et d'évaluer ces politiques et de les remettre à plat quand c'est nécessaire. Voilà, entre autres, en résumé très très rapide, le rôle du pôle climat au sein de la direction de transition écologique et climat, qui a pour but là d'accompagner l'ensemble des thématiques de la transition écologique, de la politique municipale et du territoire parisien. Et compte tenu de l'ampleur de ce sujet, dans cette direction, vous êtes 250. On aimerait bien, mais... Je peux vous demander votre background?
Moi, mon background, c'est assez simple. Je suis ingénieur en génie urbain, donc spécialiste des métiers de la ville. Simplement, mon mémoire de fin d'études, il y a une éternité maintenant, donc un quart de siècle, où si on parle ici en rapport du GIEC, c'est-à-dire au niveau du second rapport d'évaluation, en 95, il est sur les grandes villes du monde et le réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et je suis spécialisé progressivement depuis 95 sur la ville, le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, etc. Vous avez assisté à la montée en puissance de ces thématiques et à la sensibilisation accrue des décideurs politiques, des décideurs politiques que vous croisez à ces sujets. Je pense comme beaucoup de personnes ici qui sont plus du domaine de la recherche, on a d'abord connu plutôt une non-écoute. Ou une absence d'écoute, peut-être parce qu'aussi on n'était pas tous collectivement assez clairs, explicites. En venant, j'ai retrouvé effectivement le second rapport du GIEC de 95. C'est quand même assez aride. Et je m'épate encore effectivement d'avoir réussi à le traduire et à le transmettre, etc. Nous, notre rôle en tant que praticiens des villes et des métiers qui se sont faits depuis, on va dire, de chargé de mission, climat, etc. dans les villes, c'est malheureusement peut-être du côté scientifique d'être parfois des mauvais traducteurs de la parole scientifique, mais d'essayer de l'adapter au discours commun, au discours politique et aussi au discours citoyen. Quand on regarde les rapports effectivement de 90 ou de 95, déjà il n'y a pas un graphe. Ce graphe est exceptionnel du niveau du GIEC. C'est sûrement le plus performant qui existe en 6 rapports. Mais ce n'est pas l'objet non plus. Donc notre rôle aussi, c'est cette capacité de traduction. Donc il y a d'abord eu cette période, effectivement, où on prêchait tous éventuellement dans le vide, y compris dans les politiques municipales, de faire émerger les choses. Voilà. Et là, ça a changé? Vous avez vu les choses s'accélérer? Ou il y a évidemment, encore des pistes d'incompréhension et d'indifférence? Non, pour moi, c'est plus possible. Déjà, c'est plus possible pour moi depuis 25 ans, mais c'est plus possible actuellement. Aucun décideur, qu'il soit politique ou d'entreprise, ne peut nier ce qui se passe et d'adapter sa politique, son entreprise à ce qui se passe. Tout simplement parce que c'est juste une survie, soit de l'espèce sur un territoire, ou soit de l'entreprise économique. Donc, c'est pas acceptable. De dire qu'il n'y a pas assez de traduction, etc., ou autre, c'est pas possible. Vous avez montré les images, par exemple, du Bon Pote ou autre, etc. Il n'y a jamais eu autant de vulgarisateurs. Après, il faut voir la qualité de la vulgarisation et de faire attention parfois à certains extrêmes. Mais il n'y a jamais eu autant de connaissances mises à disposition, déjà, de la formidable bibliothèque d'Alexandrie que sont les rapports du GIEC. Et assez de traducteurs pour les comprendre. Donc, il n'y a pas d'excuse là. Alors, nier, ça devient de plus en plus compliqué, quoique j'ai cru comprendre qu'il y en avait encore qui le faisaient, bref. Mais agir, c'est pas parce qu'on ne nie plus qu'on sait comment agir. Je crois qu'on peut se tourner dès maintenant vers Esther Loiseleur, parce que vous travaillez pour la mission, enfin vous êtes collaboratrice de la mission Paris à 50 degrés sur l'adaptation aux méga vagues de chaleur de la ville de Paris, j'en parlais tout à l'heure. Racontez-nous ce que fait cette mission et quel en sera le livrable attendu. Avec grand plaisir, surtout que notre livrable arrive bientôt. On s'inscrit aussi dans le sillage de tout ce que fait déjà la ville de Paris sur le changement climatique, et Yann sera là pour en témoigner. Paris fait déjà énormément de choses. En fait, la mission Paris à 50 degrés, elle a été lancée l'été dernier, suite à la parution d'un rapport scientifique justement qui s'appelle « Vulnérabilité et robustesse de Paris face au changement climatique », qui analyse les risques qui vont peser sur Paris à l'avenir. Et en fait, on s'est rendu compte avec ce rapport qu'il était probable que la ville de Paris connaisse des températures à 50 degrés, donc des pics de chaleur extrêmes, dans les années à venir. On voit que c'est des phénomènes qui commencent déjà à se développer. On pense au Canada qui a eu plus de 49 degrés en 2020, l'Inde et le Pakistan qui ont eu 51 degrés en avril dernier. Donc c'est des phénomènes qui commencent à apparaître, y compris dans des endroits où on n'aurait pas songé les y voir, comme au Canada. Et donc en partant de ce constat, les élus écologistes ont demandé à ce qu'on lance une mission d'information et d'évaluation. En fait, c'est un format spécifique à la ville de Paris qui est un peu proche des missions d'enquête parlementaire. Donc on a réuni tous les groupes politiques de la ville et pendant 6 mois, on a travaillé à auditionner des acteurs pour anticiper les différents aspects qu'on pourrait avoir. Par exemple, comment est-ce qu'on gère l'urbanisme quand on va avoir une ville à 50 degrés? Comment est-ce qu'on prépare la ville? Comment est-ce qu'on prépare les bâtiments? Est-ce qu'on fait bien la rénovation thermique actuellement?
comment est-ce qu'on prend en compte les publics qui sont les plus vulnérables, qu'est-ce qu'on fait des grands événements sportifs, culturels, des festivals. Enfin, on s'est posé tout un tas de questions à travers ces 6 mois d'audition. Et actuellement, on est en train de finaliser un énorme rapport qui sera donc disponible à partir de fin avril, début mai, si tout se passe bien. Et ce rapport comprend également une partie de propositions politiques qui vont être faites par les différents groupes de la ville. Donc pour aussi essayer de trouver un consensus politique justement par tous les groupes politiques. Tous les ça groupes sera politiques de la ville vraiment ont été impliqués et les propositions seront prises, espérons-le, au consensus. En tout cas, c'est le mode de fonctionnement de ces missions. Donc le but, c'est oui, d'essayer de trouver un consensus ambitieux sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à ces 50 degrés. Vous avez reçu qui dans le cadre de ces auditions? Donnez-nous des exemples. Alors pas des noms, hein, mais des catégories de métiers. On a reçu beaucoup de gens. On a reçu des experts, beaucoup, donc qu'ils soient scientifiques ou travaillant pour des think tanks ou gravitant autour de ce domaine de l'adaptation urbaine. On a reçu aussi beaucoup d'adjoints de la ville qui sont venus présenter leur travail. On aurait dû avoir Yann qui était malheureusement, je crois, malade le jour de son audition, donc on regrette qu'on n'ait pas pu vous avoir, Yann. Mais voilà, on a auditionné tous ces gens-là. On a aussi auditionné des associations, pas mal, sur des sujets notamment relatifs aux personnes vulnérables. Enfin voilà, on a essayé vraiment d'avoir un panel assez large. On a auditionné des acteurs aussi du monde de la finance ou de l'assurance sur les sujets de financement de l'adaptation. Enfin, des entreprises, tous les différents types d'acteurs qui font la ville. Voilà, les musées, les bibliothèques. Enfin, en vrai, on a quand même auditionné beaucoup de monde. Donc... Je peux vous poser la même question que j'ai posée à Yann-Françoise en termes de background. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir collaboratrice du groupe écologiste pour cette mission? Vous avez quoi, un passé de citoyenne engagée, militante sur ces thématiques? Oui, alors moi j'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps. J'ai fait des études en politique publique avec une spécialisation sur les enjeux d'environnement. Et à côté de ça, j'ai été très engagée dans le mouvement climat depuis 2018, donc depuis vraiment le début des marches pour le climat, notamment à travers une association qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, les JAC, qui est présente à l'Académie du Climat. Donc vous pourrez peut-être aller voir ce qu'ils font après. Alors je vous propose de passer à la deuxième partie de cette table ronde pour voir un petit peu comment vous regardez la question de la compréhension du phénomène, des phénomènes qu'on subit et qu'on va continuer à subir, en tout cas si rien n'est fait dans les prochaines années. J'aimerais à la fois un ressenti de terrain, je me tourne vers Yann-Françoise à ce moment-là et je me tournerai aussi vers Esther Loiseleur, et puis un ressenti d'une climatologue, ce qui reste à comprendre, et puis bien sûr on va avoir besoin de votre retour critique pour comprendre mieux les choses, Julie Jebel. Qu'est-ce qui reste à comprendre aujourd'hui? Les grands challenges de la compréhension s'agissant des modèles climatiques, qu'est-ce qui reste à mettre en place? Quels territoires d'ignorance doivent être parcourus dans les prochaines années, de façon les plus urgentes, j'allais dire? Quels sont les sujets qui semblent devoir être investis par la communauté scientifique le plus vite possible? Alors malheureusement, il y en a beaucoup. Il faut savoir que nos modèles de climat sont déjà des jolis outils qui fonctionnent très bien, mais qui sont très largement perfectibles encore. Et donc ça, c'est une de mes contributions particulières, c'est de quantifier les incertitudes. Grosso modo, c'est vraiment savoir tout ce qu'ils ne font pas bien, ou tout ce qu'ils font, mais qu'ils pourraient faire autrement, et ce serait aussi bien. C'est évalué, c'est testé, un modèle... C'est évalué, c'est validé, c'est évalué, c'est testé, mais au regard des faibles observations qu'on a. Par exemple, on n'a pas beaucoup d'observations dans l'océan très profond, donc en fait, nos modèles peuvent dire ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qui est bon ou pas. Oui, il faut toujours comparer le résultat d'un modèle, l'estimation d'un modèle, à ce qu'on peut ensuite vérifier sur le terrain. Tout à fait. Et aussi, par exemple, toutes nos simulations ici, vous avez sur le graphique, ça commence à gauche en 1900. En 1900, on ne sait pas quel était le climat. Donc en fait, toutes les simulations des modèles qui reconstruisent partent d'un point dont on ne sait pas. Donc ça, c'est des incertitudes intrinsèques. On ne pourra jamais retourner en 1900 à voir l'état du climat. Donc il va falloir vivre avec ces incertitudes. Maintenant, il y en a d'autres. Et surtout, dans ce qui nous intéresse ici, en particulier sur une zone très locale comme la ville de Paris, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2050 à l'échelle de la ville de Paris. Ça, c'est des grandes incertitudes, parce que si on connaît très bien le climat à l'échelle globale,
et on connaît bien ce qui va faire qu'il va augmenter, qu'il y aura plus de précipitations, etc. Quand on décline ça à l'échelle régionale, on augmente la complexité des processus dont il faut tenir compte. Et on revient aussi à toujours cette histoire qu'on a moins d'observations. Donc en fait, plus on va descendre en échelle spatiale à se focaliser sur une région, plus ça va être incertain la prévision du climat dans le futur. Donc il faut combiner avec ça. Un troisième point aussi, c'est que j'oublie pas, surtout dans le climat du futur, les grands acteurs du climat qui ne sont pas pour l'instant pris en compte dans ces simulations. C'est-à-dire ? Par exemple, les calottes continentales, donc les grands glaciers. Et les grands glaciers, c'est eux qui font notamment la hausse du niveau de la mer. Alors Paris 2050, je pense qu'on n'aura pas encore la mer à cet endroit-là, mais dans toutes les zones côtières de l'Hexagone et surtout de l'outre-mer français, et surtout dans tous les autres territoires qui sont déjà impactés par la hausse du niveau de la mer, ça, dans un futur très proche, il faut absolument rajouter l'effet de la fonte des calottes et de toutes les interactions qui vont avec sur la hausse du niveau de la mer, ce qui n'est pas pour l'instant pris en compte dans ces modèles ici. Et qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'est pas pris en compte aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que ça le sera peut-être demain, ce facteur-là ? C'est Trax, typiquement. Il faut du monde, il faut un soutien structurel institutionnel, il faut de l'argent pour embaucher des jeunes, pour former de nouvelles générations. Mais il faut plus de données, il faut d'autres machines, il faut toujours plus de données parce que malheureusement, plus on en aura et mieux ce sera. Mais il y a aussi, encore une fois, quand on parle de modélisation, inclusion de la représentation de l'Antarctique dans ces modèles de climat et de sa fonte, c'est toute une discipline qu'il faut rajouter à ce tissu, ce patchwork que je vous décrivais tout à l'heure, qui est déjà bien complet. Donc il faut du temps, il faut des ressources aussi, oui, pour avoir des machines de calcul, mais malheureusement, il faut construire, il faut élaborer tout ça ensemble. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. La France ne fait pas du tout figure d'en retard. Là, c'est un des enjeux à l'échelle mondiale. Je voudrais qu'on revienne avec Julie Jebel un instant sur cette notion de connaissance utile, parce que Julie Day vient de le dire, il faut faire ça ensemble, il faut rapprocher les acteurs, arriver à concevoir des outils communs. Est-ce qu'on arrive à trouver un consensus sur justement ce que ça peut être une connaissance utile ? Comment vous regardez ça ? C'est une très bonne question. Ça commence un petit peu à être défini dans la littérature, en particulier dans la littérature STS, des études de sciences et de technologie. Et on a ce concept d'information utile qui serait une information fiable. Ça, on peut se dire que c'est la condition minimale, mais aussi pertinente pour l'utilisateur de l'information et légitime. Pertinente. Fiabilité, pertinence, légitimité. Oui, c'est ça. Donc fiabilité, on peut se dire que l'information, si elle est si elle est produite selon les standards scientifiques, selon les méthodes scientifiques, elle devrait être fiable. Pertinente, ça veut dire qu'elle doit satisfaire les besoins des utilisateurs et utilisatrices de l'information. Donc si on a des agriculteurs qui nous demandent des index de sécheresse, le modèle on doit pouvoir obtenir ce type de données. Et légitime, et ça c'est l'aspect un peu presque démocratique, c'est qu'on doit, on peut se demander si c'est un aspect démocratique d'ailleurs, mais en tout cas, on a besoin d'une information qui va être produite selon ou avec les valeurs de ceux qui vont les utiliser, les valeurs sociales, économiques, culturelles des personnes qui vont utiliser cette information. Pardon, mais j'imagine qu'il y a pas mal de scientifiques qui en vous écoutant, ont peut-être une réaction comment dirais-je, un peu épidermique, parce que quand il s'agit de science, peut-il s'agir, vous dira-t-on, de valeurs, d'opinions, de manière d'être au monde ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est vrai que traditionnellement, on s'imagine que la science doit être objective, c'est-à-dire qu'aucune valeur sociale, économique, en tout cas de valeur qui n'est pas scientifique, ne doit interférer avec le travail du scientifique. Or, on sait en pratique que c'est quasiment impossible. Et dans le cas des... C'est-à-dire qu'il faut abandonner, attendez, juste pour comprendre, ça veut dire qu'il faut détrôner la science de ce point de vue-là et accepter par exemple que des considérations morales, religieuses, etc. entrent dans la façon dont on construit par exemple des modèles ou dont on choisit des chemins pour s'adapter climatiquement parlant ? En fait, les valeurs, elles sont, et de façon légitime, elles ont un rôle à jouer, ne serait-ce que pour guider le type de questions, le programme de recherche que l'on veut bien financer, le type de questions qu'on doit se poser, qu'on doit soulever.
elles ont un rôle. Pas faire comme si elles existaient pas. Exactement, tout à fait. Tout à fait, ouais. Yann Françoise, comment vous réagissez à ça, à cette nécessité dont parle Julie Jebel d'avoir un regard critique par rapport à la façon dont on partage de l'expérience et on produit de l'expertise scientifique. Et puis j'aimerais que vous me parliez de quelques réalisations concrètes à la ville de Paris dont vous êtes l'un des auteurs parmi d'autres. Ma première réaction, effectivement, il faut avoir ce regard critique, mais moi je me rappelle d'un débat il y a déjà plus d'une dizaine d'années qui avait été mené par le Forum Météo Climat, on m'avait invité, et qui est vraiment un pur thème scientifique, sans aucune offense à tout le milieu. Le thème, c'était la certitude de l'incertitude. Ça, ce n'est pas un sujet que vous allez vite rencontrer dans les débats des praticiens du climat, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait perdre peut-être 15 ans d'action ou de décision locale. C'est que pendant très très longtemps, dans tous les rapports, et c'est normal, c'est un combat permanent du milieu scientifique de diminuer le degré d'incertitude pour arriver vers la précision et aider à la décision. Mais quand on parle plus de l'incertitude, quand on a dépassé par exemple les 80 ou 85% de certitude, ce qui s'est changé d'ailleurs dans les rapports du GIEC, maintenant on parle de haut niveau de confiance, de haut niveau de confidence, donc de certitude, etc. Avant on parlait de l'inverse, on disait il y a 25, 30, 35% d'incertitude. Sur l'incertitude, aucun décideur, qu'il soit local, qu'il soit national, bâtit une politique. Bâtit une politique qui doit aller plus loin. Le temps scientifique et le temps d'un mandat politique, c'est pas le même, et c'est normal. Mais il faut voir que si on veut engager des politiques sur le changement climatique, on emmène des politiques à long terme. Et donc c'est un risque politique, mais c'est aussi un risque d'entreprise qui ont besoin de signaux à long terme d'investissement, plus courts d'ailleurs que le milieu politique, c'est-à-dire à 10 ou 15 ans, mais de dire pendant 10 ou 15 ans, on maintient cette pression, cet objectif pour pouvoir investir. C'est la même chose au niveau politique. Et quand pendant trop d'années, on parle de l'incertitude de tel modèle, de tel dossier, alors tout à coup, on rend fragile ou impossible l'engagement politique dessus. Et donc il faut faire comme s'il n'y avait pas d'incertitude ? Non, il ne faut pas faire ça. C'est important ce qui a été dit là, par exemple, de dire on sait qu'il manque des choses dans le modèle. Mais de dire aussi, par exemple, qu'on sait ce qui manque dans le modèle ne va pas arranger le système. C'est-à-dire que ce qui est en haut là, sur la diapositive, quand ça va fondre, on sait que ça va empirer les choses. Que la fonte des glaciers hautes va empirer notre modèle hydraulique, etc. Par exemple, sur la France. On n'a peut-être pas toutes les données, etc. Comme bien évidemment, et ça je soutiens... Donc il n'y a pas de connaissance inutile, mais il peut y avoir la connaissance superficielle. Ou mal utilisée. On n'a pas besoin de connaître dans le degré, dans le détail de combien de mètres... Oui. Ou mal utilisé, surtout dans cette période où, alors c'était pas le cas il y a 15 ans, mais dans cette période où il est très facile de véhiculer des fake news par tous les réseaux sociaux, qu'il faut faire attention à ça. En revanche, moi je soutiens effectivement, comme le projet Trax ou autre, que ce qu'on a nous besoin, bien évidemment, au niveau local, c'est ce que vous appelez dans le milieu scientifique la descente d'échelle, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de précision qui puisse accélérer les politiques, ou plutôt les anticipations de demain. Ça c'est important parce que oui, on sait que le modèle régional européen, quand on descend au niveau français, on va descendre à tel niveau, et si on veut au niveau régional, on va peut-être être sur une base de 5 ou 10 km. Et moi, à 5-10 km, ça fait un carré sur mon petit territoire. La ville de Paris, c'est peut-être la plus grande population dans une ville en France, mais c'est un territoire de 9 km par 14. Ça fait 2 carrés dans les modèles scientifiques, donc j'ai pas assez d'infos. Mais si j'attends ça, il n'y a pas, par exemple, l'anticipation d'un exercice de crise à Paris 50 degrés, ce qu'on est en train de préparer. C'est-à-dire que si on attend qu'un modèle nous dise 50 degrés à Paris, c'est quasiment sûr, c'est-à-dire peut-être pas avant 2078, avec une élévation de température du globe à 3,5 ou 4 degrés, alors nos modèles nous disent que oui, cet événement peut se produire, ne permet pas à la collectivité d'anticiper, de prendre le risque de se faire un scénario, Paris 50 degrés, comme Paris ou comme Vancouver, de dire ça peut malheureusement arriver demain, est-ce qu'on est prêt ? Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est l'accompagnement du message scientifique sur qu'est-ce qu'on peut accélérer dans la décision politique et accompagner les décideurs. Et quand je dis les décideurs, c'est vraiment le côté politique public, national ou local, mais aussi les décideurs d'investissement privé, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à atteindre, entre autres, là on était sur la
l'atténuation normalement, la neutralité carbone, sans emmener tout le monde, le citoyen, les acteurs d'entreprise, les acteurs publics, les acteurs nationaux. Mais il faut faire attention aux contre-messages qu'on pourrait produire. Et nous, c'est notre rôle aussi, de traduire et de faire attention à ces fake news ou autres, de dire non, non, regardez bien, ça c'est sûr, cette incertitude ne fait que peut-être augmenter le risque ou autre, ou attention, voilà. Et donc le message aussi culturel est important, philosophique et culturel, c'est-à-dire qu'on ne dialogue pas avec tous les publics de la même manière, y compris bien sûr, comme je disais, les entreprises, les scientifiques, les chercheurs, associations, mais toute personne, et c'est à nous aussi au niveau territoire local, comme dit beaucoup de maires et dont la maire de Paris, un maire, c'est à portée de claque d'un citoyen. Bon, surtout en ce moment. Bon. Mais d'être à portée de claque, ça permet aussi de dialoguer avec chacun et d'adapter le discours à chacun, à chaque culture, à chaque connaissance et de voir comment on adapte les choses. Vous ne parlez pas, par exemple, de politique d'atténuation sur les régimes alimentaires quand il y a autant de nationalités sur Paris à toutes les mêmes populations. Il faut qu'on adapte le discours et qu'on s'adapte. Voilà. Vous n'allez pas faire une politique anti-carnet quand vous êtes, par exemple, en Inde ou que vous êtes à Paris. C'est pas pareil. Donc, mais ça, c'est une manière comment dirais-je, de savoir parler aux populations pour les emmener. C'est pas quelque chose qui vient en amont dans la construction des modèles. Je ne sais pas si vous avez évoqué vraiment... Non, ça ne vient pas dans la construction du modèle, ça vient dans la traduction du modèle et du message à faire passer. Et qu'on a besoin du regard scientifique, entre guillemets, si vous dites à une époque dure, mais du regard sociologique aussi, d'interprétation, d'emmener tout le monde. Et toutes les sciences humaines sont importantes aussi dedans, pour aider à accompagner le discours. D'accord. Cette idée d'accompagnement, des SHS, accompagnement, ça vous va ? Accompagnement de l'innovation. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Oui, d'accord. Ça peut être une forme d'accompagnement. Esther Loiseleur, je vous voyais réagir à différents moments de cet échange. Je pense que sur ce thème-là, vous avez un certain nombre de choses à dire. En particulier, ce que vous attendez, vous, à titre personnel, en tant que collaboratrice de cette mission, à quelles conditions c'est un succès pour vous ? Compte tenu de ce qu'on s'est dit, en termes de connaissances utiles, en termes de mettre des capacités à agir à l'échelle territoriale. Peut-être avant de détailler sur ce qui me semble utile, je peux revenir sur une anecdote. Parce que toutes vos interventions m'ont fait beaucoup réagir. Je trouve que ça entre beaucoup en écho avec la réflexion qu'on a aussi menée. Je vais vous expliquer pourquoi nous, on a choisi de ne pas interroger de climatologues, de ne pas auditionner de climatologues lors de la mission. C'est un choix délibéré qui a été fait. On n'a pas auditionné de climatologue qui est venu nous faire un bilan climatologique. Donc on a eu tout un tas d'experts, y compris du Haut Conseil pour le climat. On a eu Magali Regueza qui est spécialiste de l'adaptation qui est venue nous parler, mais on n'a pas eu une personne spécialisée justement dans ces modèles et ces modélisations climatiques. Mais pourquoi ? Ça permettrait de cadrer les échanges, non ? En fait, on est parti du postulat qu'on voulait poser les 50 degrés comme une certitude, non pas pour évacuer tout le champ d'incertitude, donc quand est-ce qu'on les aura, dans quelles conditions, est-ce qu'on les aura véritablement avant telle date ou telle date. On s'est dit... c'est un scénario potentiel, c'est impossible, il y a des incertitudes, mais on va considérer qu'on va se préparer à ce possible et voir à quel point on est prêt à ce possible, et on ne va pas interroger ce possible en tant que tel. Et c'est intéressant parce que justement les élus, ça a permis de leur fixer un cap qui était compréhensible, qui était audible, et en fait à partir du moment où on leur dit il peut faire 50 degrés dans votre ville, ils n'ont pas du tout la même réaction que si on leur dit peut-être un jour en 2050 il va falloir faire telle mesure d'adaptation. Et c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de journalistes ou de gens qui gravitent autour de la mission qui font ce lapsus justement de dire Paris 2050, comme si on était en train de prévoir le Paris de 2050. Et en fait, nous, on dit non, Paris à 50 degrés. En fait, les 50 degrés, ça peut être dans 6 mois, enfin, ça peut être dans 3 mois cet été, comme ça peut être dans 6 ans, comme ça peut être dans 20 ans. En fait, on ne sait pas. Mais on va commencer à se préparer dès maintenant pour être sûr qu'on a les outils, on a les armes pour faire face à ce type d'extrême. C'est-à-dire politiquement mettre un peu de côté l'incertitude, faire comme si il faisait 50 degrés à Paris, on réagit comment collectivement, on trouve quelle solution collectivement, on invente quoi collectivement. C'est ça la posture finalement. C'est ça, et en fait ça a été un levier mobilisateur très fort, et on a vu même une cohésion politique autour du sujet, enfin aussi parce que les gens commencent à sentir le poids des vagues de chaleur qui sont quand même de plus en plus nombreuses tous les étés. Et donc en fait les gens, quand on leur dit il va faire 50 degrés, finalement, ils ont même pas besoin d'écouter un climatologue pendant 1 heure pour être convaincus que c'est possible que ça arrive en fait. Oui, c'est très concret et ça donne envie de bouger. En tout cas, sur ce sujet de la chaleur, mais je pense que sur la montée des eaux, quand on habite au bord d'une côte et qu'on voit le trait de côte reculer... Alors, je vais vous faire réagir, Julie Dehaye, dans quelques instants sur...
dans quelques instants sur cette réaction-là. Esther Loiseler, David, est-ce que vous pouvez juste nous passer la slide, celle d'après? Alors ça, c'était le papier de Julie Jobel où on parlait d'utilité de l'information. Celle d'après encore, pardon. Je voudrais qu'on parle des choses qui existent déjà. Parce que il y a déjà des choses qui sont mises en place à Paris. Alors j'ai pris cet exemple-là, mais vous avez peut-être d'autres exemples, Yann-Françoise, Esther Loiseler à me donner. Ça, c'est les cours Oasis, c'est-à-dire que dans certaines cours d'école à Paris, on a mis en place... je vous laisse continuer. Mais je pense que Yann pourra en dire beaucoup plus que moi, comme il pilote un peu le projet. Voilà, sauf que c'est une opération, là, effectivement, de pure adaptation au changement climatique, c'est-à-dire de reconcevoir le principe de la cour d'école, mais même de l'urbanisme, enfin de l'espace public parisien, c'est-à-dire que... Mais en même temps, notre rôle de gestionnaire de ville, en fait, ça a toujours été quand même un rôle, à un moment donné, qui s'adapte un peu au climat ou à la météo. Le seul avantage, c'est que, normalement, la météo, c'est un événement. On peut avoir un événement météo à 50 degrés, ça ne veut pas dire que tous les étés, on sera à 50 degrés. Hein. Sauf que là, depuis 15 ans, on sait à peu près quand même comment est en train de tourner notre ville. Mais nous, notre ville, elle a été rebâtie plein de fois, mais la dernière fois, c'est un peu, c'est Napoléon III, c'est le baron Haussmann, pour plein de raisons sécuritaires hygiénistes, mais aussi pour se protéger de la pluie et de la boue et tout ce qui se passait. Donc on a étanchifié la ville et on a créé progressivement un îlot de chaleur. Nous, on inverse le processus maintenant pour se protéger de cette chaleur et, entre guillemets, cet écart qui est en train de se connaître à Paris, c'est-à-dire qu'on est, nous, déjà à plus de 2,3 degrés. Alors, en revanche, nous, on a la chance, c'est qu'on a une station, une des plus vieilles qui existe, à Montsouris, depuis 1876, donc on a suivi. Et 1876, maintenant, sur les moyennes trentenaires, c'est plus de 2,3 degrés. Donc, c'est plus la même ville qu'Haussmann. Et donc, il faut qu'on l'adapte. Et on l'adapte, entre autres, en se disant que maintenant, notre ville, elle doit être plus perméable, plus végétale pour éviter les îlots de chaleur. Donc les cours Oasis, c'est un des exemples. Il y a 600 cours d'école à Paris, ça peut être 600 endroits de refuge. Pour l'instant, il y en a une centaine de faits. Mais c'est aussi commencer à faire des rues plus perméables, là où c'est possible, parce que vous savez, en dessous, quand même, c'est un gros gruyère. Il y a eu des carrières, il y a des métros, il y a des réseaux, etc. Donc c'est pas possible partout. Mais c'est une nouvelle réflexion depuis une dizaine d'années de comment on inverse. Et c'est là aussi comment on peut se servir parfois de la science pour prouver que ça peut marcher, qu'il faut aussi qu'on évalue avec des méthodologies scientifiques, de dire... ce qu'on a fait là aussi, si on n'a pas instrumenté correctement, parce que ce qui nous manque en revanche, oui, la station de Montsouris, elle est fantastique parce que c'est des plus vieilles et tout, mais c'est une station officielle, dans un environnement un peu quand même béni, un peu comme la cour Oasis, mais c'est en revanche ce qui est en train de se développer grâce au CNRM sur Paris, de faire de la vraie météo urbaine, entre guillemets, à des capteurs en milieu urbain pour voir la différence qu'il y a, parce qu'on sait que sur le modèle scientifique, si on dit qu'on a une température moyenne, par exemple, de 13 degrés à Paris, le vrai ressenti lié à l'îlot de chaleur, c'est 1 degré ou 2 degrés de plus supplémentaires. Donc ça, on a besoin de la science pour nous aider à évaluer, de savoir est-ce que ça marche ou pas. On a mis, par exemple, pendant plusieurs années, des capteurs pour savoir l'effet de nos jardins, de savoir si l'effet du jardin, c'était moins de degrés dans le jardin, ça on le savait, mais sur les rues autour, est-ce qu'il y a un effet ? Mais est-ce que vous avez des interlocuteurs scientifiques, des experts pour vous donner des réponses précises à ces questions très concrètes, mais éminemment quotidiennes? Heureusement, comme on disait, non mais heureusement, c'est-à-dire qu'en France, on a la chance quand même d'avoir un paquet de labos de recherche. Beaucoup sont installés à Paris, même peut-être si l'un des meilleurs pour les évaluations météo des villes, il est à Toulouse au CNRM, entre autres Valérie Masson, avec lequel on travaille depuis une quinzaine d'années sur le modèle des villes, etc. Il est à Toulouse, mais heureusement, il y a un TGV qui vient jusqu'à Paris pour pouvoir nous permettre. Et là, donc en ce moment, mais notre camarade assis là-bas pourrait mieux détailler, il y a le projet pour installer des capteurs météo à différentes échelles parisiennes et différentes hauteurs pour voir l'effet des îlots de chaleur, mais aussi l'effet de ces politiques-là, de savoir est-ce que ça a un vrai effet. On y a un ressenti pour les Parisiens quand ils sont dedans, mais est-ce que scientifiquement on a un vrai abaissement de température ? Notre but, par exemple, comme le dit Santé publique France, c'est que notre population soit le plus proche d'un îlot de fraîcheur quand il y a les pics de température, pour qu'ils puissent passer 1 heure à 2 heures dans un îlot frais, pour pouvoir se reposer, un peu se réhydrater, redonner au corps une chance de récupérer. Et normalement, sur Santé publique France, pour les publics les plus vulnérables, on peut multiplier par 2 le risque de non-mortalité. Ce n'est pas négligeable. Non, c'est sûr. Mais à nous de vérifier que c'est vraiment un îlot de fraîcheur. Et pour ça, on a besoin effectivement de la science, de méthodes d'évaluation que nous, on applique après dans nos systèmes. C'est-à-dire que quand on installe une cour, avant de l'installer, l'année d'avant, on la paramètre. Ce qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on n'était pas très doué en évaluation, soyons clairs.
Et il faut l'intégrer. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'on peut faire en partenariat scientifique. Alors Julie, justement, j'aimerais vous redonner la parole. Comment vous réagissez à ces prises de parole-là? Déjà, j'imagine que pour la scientifique que vous êtes, c'est quand même rassurant, vous ne le découvrez pas au cours de cette table ronde, mais enfin rassurant quand même de savoir que des acteurs, actrices politiques attendent pas non plus tout des scientifiques et n'attendent pas trop avant d'agir. Ça, c'est peut-être un point positif. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas trop... Enfin, est-ce que comment dire, ces besoins concrets ne sont pas un peu sous vos radars? Non, pas du tout. Je pense que alors, je n'ai pas participé directement à ce dont Yann Françoise a expliqué, mais je sais que mes collègues le font, et c'est pour ça qu'on est un grand groupe. Et c'est pour ça que Trax, c'est si grand, c'est parce que précisément, on a besoin de toutes ces disciplines, de tous ces sujets, de toutes ces expertises. Donc, même si moi, je ne l'ai pas fait, je sais que ça existe, et c'est parfait, c'est très bien. Je crois que, moi, j'aime beaucoup ce qui a été dit là, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait de l'incertitude sur notre anticipation du climat futur. Et je suis désolée d'utiliser incertitude, j'en ai beaucoup parlé avec Christophe Cassou qui est dans la salle. Christophe m'a donné plein de tuyaux sur d'autres mots à utiliser, je ne me les suis pas encore appropriés. Je sais que le GIEC a fait un énorme travail. Alors on peut avoir des exemples? Comment? Christophe Cassou, quand on parle pas d'incertitude. Oh, non mais là ça m'intéresse là. On parle comment? Pardon, excusez-moi, je vous rends tout de suite la parole, Julie. Déjà on parle de degré de certitude. De degré de certitude. Inverser le mot, c'est beaucoup plus parlant pour les décideurs. Et ensuite aussi présenter l'incertitude comme une... incertitude ne veut pas dire méconnaissance ou inconnu. L'incertitude est une connaissance qui peut être utilisée pour l'action. Et le 50 degrés étant, par exemple, impossible météorologique, l'incertitude associée, ou la certitude qu'il arrive est quasiment certaine. La certitude, je suis fatigué. La certitude est quasiment totale. C'est pas intéressant de savoir si c'est en 2035 ou 2050. Il y a juste une gestion de risque derrière qui fait que l'action peut être prise. Merci beaucoup pour cette intervention très utile dans le débat. Julie, je vous rends la parole. Vous étiez en train... Donc oui, moi je suis d'accord avec ce qui se dit là, c'est-à-dire que la progression de la compréhension, de la connaissance scientifique, elle a son rythme. Bien sûr qu'on doit se nourrir des besoins, et on y reviendra plus tard, avoir des données, c'est super important, y compris quand on fait de la modélisation, c'est parce que c'est comme ça qu'en fait, qu'on peut valider nos modèles, les améliorer, les affiner et réduire leurs incertitudes. Mais c'est son temps propre. Et le temps de l'action, je crois qu'il est urgent, on l'a dépassé, il faut le faire maintenant. Et c'est comme ça qu'on peut se nourrir les uns et les autres. Moi, je suis ravie d'entendre, comme dit Julie, il faut collaborer ensemble. Il ne faut pas juste se parler ou se dire des choses. Il faut vraiment travailler ensemble. Nous aussi, scientifiques, et ça, je pense que c'est un aspect culturel, on a une priorité dans ce qu'on fait. On le choisit. Alors, il y a des politiques scientifiques qui viennent d'au-dessus de nous, mais à l'échelle d'un chercheur individuel, c'est à nous de décider combien de temps on passe sur un problème, jusqu'où on va, on voit que ça ouvre d'autres portes, on les explore ou pas. Ça, c'est des choses qui se font aussi à l'échelle individuelle. Et on se nourrit justement à la fois de nos valeurs, de la façon dont nos pairs nous évaluent, mais aussi des enjeux qu'on voit, aussi bien à l'autre côté du monde. Je pense aussi à Benjamin Sultan qui est à côté de Christophe, qui fait plein de sujets sur des pays du Sud, mais aussi des choses comme ça à côté de nous, dans la ville de Paris. Je pense que tous ces éléments, il faut absolument en tenir compte aussi sur le fait ce qui anime la vie d'un scientifique et du coup les résultats qui seront générés. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que les outils qu'on a à notre disposition pour réduire cette incertitude se développent? Est-ce qu'on vit un âge d'or des modèles climatiques? Est-ce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui va nous faire avancer? Et puis une question différente, mais liée à ce que vous venez toutes les trois là d'évoquer, c'est-à-dire le fait de travailler en commun, de parler, de co-construire, c'est un mot qui est souvent revenu. Est-ce qu'on a des lieux, des instances, des endroits, je ne sais pas comment le dire autrement, où on peut facilement se réunir, qu'on soit scientifique, expert, associatif, administratif d'une direction? Alors, moi, je veux bien répondre rapidement parce que je veux les entendre après. Mais il y a deux choses. Il ne faut pas que j'oublie la deuxième. La première, les incertitudes. Oui, en France, il faut le dire à vite, on est les champions. Pourquoi? Parce que, je regarde Massa là-bas. De quoi? De l'incertitude ou de la certitude? Non, du travail sur les incertitudes des modèles de climat. Ouf. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de le faire.
Et parce que ça reste du domaine de la recherche fondamentale sur le climat et qu'on est en France, qu'on a des instituts de recherche publique qui nous financent pour travailler sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'autres pays européens qui sont en charge de préparer des modèles climatiques, qui sont tellement engagés dans des besoins opérationnels qu'ils ne prennent pas le temps de faire ces recherches. Donc ça, c'est le premier point. Donc oui, on travaille dessus. L'intelligence artificielle, ça fait partie des outils. C'est pas le seul. L'historique aussi de connaissances de mathématiques en France est très important et on travaille avec les mathématiciens pour aller dans cette direction. Donc oui, je pense que c'est normal d'une certaine façon qu'on se dise ça. Le deuxième point que j'oublie pas, et j'aimerais bien avoir le regard, mais je ne vise pas du tout Yann Françoise, on est 3 femmes là. Et je pense clairement que le fait d'adopter, de prendre le temps d'adopter un langage commun, de prendre le temps d'entendre les objectifs des autres et de ne pas juste rester sur ses propres objectifs centrés, de prendre le temps d'exprimer une sensibilité, de parler avec des scientifiques de façon humaine. Je suis désolée, messieurs, mais moi, je vois ça beaucoup plus facilement avec des femmes. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes n'en sont pas capables, mais je suis ravie. C'est la fin de cette soirée, merci beaucoup. Je plaisante. Alors, vos réactions, et puis sur ces lieux, ces instants, ces endroits où on peut se parler facilement sans passer sous les fourches codines d'une organisation par trop structurée. Alors là, j'avoue, je sèche un peu sur cette question. On n'est plus en direct, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Si, on est en direct, ça marche, pardon. Je dirais qu'on les crée, ces lieux, en tout cas dans le milieu académique, on les crée, ces lieux, c'est des échanges, c'est moi qui viens au LPSC ou au CNRM, enfin voilà, c'est... Bon, là, on est peut-être dans un lieu qui permet ce genre de l'Académie du climat. Je vous tendais la perche. Bon, c'est pas... C'est presque l'apogée de 15 ans de réflexion. L'Académie qui existe depuis 1 an, c'est cette volonté de partage des connaissances, des savoirs de tous les acteurs, du domaine scientifique bien évidemment, mais du domaine économique, du domaine culturel, du domaine associatif, du domaine citoyen. L'Académie, depuis quasiment donc 18 mois qu'elle existe, elle n'a pas des amplis. On ne savait pas quand on a ouvert l'objet, etc. Tous les soirs, il y a quelque chose, mais ce n'est pas tous les soirs. Si vous avez regardé le programme toute la journée, c'était plein. C'est très dense. Toute la journée, c'était plein. C'est le repère maintenant de toutes les associations, mais j'ai envie de dire quasiment nationales, parce que les gens viennent à l'Académie réserver des salles, faire des débats, etc. Et c'est un lieu de croisement. La cour est formidable pour ça. Et puis le week-end, surtout, les familles viennent. Et c'est ce qu'on a voulu et c'est ce qu'on a réussi. C'est-à-dire que tous les milieux échangent, y compris les milieux des médias, c'est important. Par exemple, le climat Les Bétours s'est arrêté il y a 15 jours ici aussi, pour qu'on échange et qu'on partage les défis, les craintes, les incertitudes, mais qu'on arrive à dialoguer et à se les expliquer. Et qu'on sorte éventuellement des chapelles, des dômes, des gens qui ne se parlent pas, et effectivement que ça ne reste pas non plus sectaire, que ce soit plus ouvert. Moi, j'ai quand même la chance d'être dans un milieu, moi, depuis très très longtemps, et d'un des premiers, mais d'un milieu qui est quand même très féminin par rapport à tout le milieu, par exemple, quand on vient du milieu purement énergétique, où là, effectivement, quand on fait des tables rondes dans l'énergie, même maintenant, si vous regardez les parterres, c'est quand même très masculin. L'action climatique, les politiques d'action climatique, les plans climat, que ce soit au niveau national ou au niveau international, c'est très, très diversifié et plus féminin. Et je reviens sur une réaction de ce qui s'est dit sur l'intervention des modèles, la prospective, le futur et les échanges qu'il peut y avoir entre les différentes communautés. Nous aussi, dans les communautés des gestionnaires des villes et des plans climat des villes, il y a une énorme communauté internationale qui est installée. Et ce qui est très instructif pour tout le monde, c'est-à-dire que moi, bien évidemment, depuis une dizaine d'années, on regarde ce qui se fait, pas à Copenhague, ce qui se fait par exemple sur l'adaptation, plutôt à Séville, à Rome, ou en ce moment à Cape Town, pour savoir comment on gère des sécheresses, quand vous avez 2 ans de sécheresse continue et qu'il faut continuer à avoir le service de l'eau. Et ce qui nous permet presque d'anticiper des modèles climatiques futurs, c'est-à-dire se dire, sur la carte, on va peut-être se déplacer là sur tel sujet là, comment les collègues ont pu réagir, anticiper, est-ce qu'on peut l'adapter dans notre politique publique, c'est aussi ça. Et après de voir, et il y a une éminente membre du GIEC qui est aussi un climate officer à la ville de Durban, c'est Deborah Roberts, qui est vice-présidente du groupe 2 du GIEC, et qui permet de partager ses savoirs et tout à coup de dire, ben voilà, nous on a évalué ça comme politique, ça marche, vous pouvez l'adapter, ça c'est compliqué. Et dans le réseau des techniciens et des techniciennes sur le climat, on échange autant sur nos succès que sur nos échecs, ce qui permet de gagner le temps qu'on n'a plus beaucoup là-dessus.
Esther Loiseleur, je reviens vers vous sur la question du lieu. J'y tiens à cette question. Est-ce que c'est facile de faire se rencontrer aujourd'hui en France, en 2023, des personnes venues d'horizons différents pour parler et adresser un même sujet, le climat? Alors, je n'ai pas une réponse universelle sur le sujet, mais c'est vrai que des lieux comme celui-ci sont précieux pour ça. Et moi, j'en témoigne en tant que jeune qui a d'abord utilisé ce lieu avant d'être invité à des tables rondes hyper stylées. Entre 2018 où on s'est tous retrouvés à des millions dans la rue et maintenant où on peut se retrouver pour avoir ces temps d'échange, d'approfondissement, c'est vrai qu'il y a un vrai saut qualitatif. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, des lieux, on en a plein. On a aussi accès à énormément de choses en ligne. On a aussi les réseaux sociaux. On a les outils. On a énormément d'associations, y compris jeunes, mais de tous âges. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez plein d'associations, de structures qu'elles communiquent entre eux. Il peut y avoir revanche, je pense que là où on manque peut-être encore de lieux, c'est peut-être des lieux comme le format de la Convention citoyenne pour le climat à l'échelle locale, des lieux où en fait on donne aux citoyens les clés pour dire ok, sur mon îlot, sur mon quartier, sur mon immeuble, qu'est-ce que je fais. On manque encore un peu de ces lieux-là, à mon sens. Si je devais créer des lieux d'échange entre les scientifiques et les citoyens au sens large, ce serait ce type de lieu, je pense, que je prioriserais. Parce que même les missions d'information, les commissions parlementaires, les commissions sénatoriales, sur le climat, aujourd'hui, on en a. Nous, ça fait 6 mois qu'on écume tous les rapports, on a l'information. Ces rapports et ces assemblées ont déjà eu lieu et continuent de se tenir. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être institué. Donc je pense que maintenant, il manque aussi des instances de délibération citoyenne pour justement que les gens puissent vraiment s'approprier ces informations, les approfondir et réfléchir aux solutions. Merci beaucoup pour cette intervention. Je m'aperçois qu'on a pris un retard cosmique dans cette table ronde, donc on va peut-être un tout petit peu accélérer. Et je voudrais surtout, dans 15 minutes à peu près maximum, pouvoir me tourner vers les personnes qui sont ici pour vous donner la parole tout simplement. Et on me confirme que je peux me tourner vers le chat pour éventuellement solliciter des questions. Eh bien, je vais le faire. N'hésitez pas à préparer vos questions pour que je puisse les relayer auprès de nos panélistes. Je l'ai présenté au début de cette table ronde, atténuation, adaptation, plein de mots de ce type circulent aujourd'hui. Ils sont très importants. On va pas faire l'économie d'en parler un tout petit peu. Il faut les opposer au sens où, je le disais, les ressources. Non, je précise ma question. Les ressources sont pas infinies. Les ressources d'intelligence, les ressources d'expertise, etc. sont pas infinies. Il faut peut-être arbitrer à un moment donné entre investir, par exemple, dans un programme de recherche qui ambitionne l'atténuation versus un programme de recherche qui essaie de trouver des solutions opérationnelles pour s'adapter à des lendemains qui ne chantent pas. Je ne suis pas sûre que dans les programmes de recherche, il y ait une compétition entre atténuation et adaptation. Non, mais en termes de politique scientifique, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où il faut dire on va tous dans le même sens, on se met en ordre de bataille et on prend une décision sur ce qu'il faut faire prioritairement? Pour moi, justement, les deux sont pas, d'un point de vue de politique scientifique, les deux ne sont pas en compétition parce que tout ça, c'est mieux comprendre le climat à toutes les échelles qui impactent la société. Parce que mieux comprendre ou mieux anticiper le climat du futur à l'échelle d'une ville, c'est aussi avoir des moyens de communiquer et des éléments tangibles pour que les gens se rendent compte qu'il faut passer par l'atténuation tant qu'on peut encore le faire. Donc pour moi, la compétition, elle n'est pas là. D'un point de vue climatique proprement parlé, isoler son logement, c'est une méthode d'adaptation, mais c'est d'abord de l'atténuation, parce que ça veut dire moins de dépenses énergétiques pour pouvoir se chauffer l'hiver et se refroidir l'été. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille opposer les deux. Je pense que clairement, dans les temps de l'action, il y a un temps où l'atténuation sera has-been et on n'aura plus qu'à s'adapter. Mais je sais, peut-être c'est toi, Julie, qui peut mieux en parler en termes de philosophie des sciences. Est-ce que même au regard de ce prisme-là et du temps, est-ce qu'en fait, à un moment, il sera vraiment trop tard ou est-ce que ce sera jamais trop tard? Je pense qu'il y aura toujours à faire de l'atténuation, mais par contre, s'adapter, je pense que là, maintenant, les deux se bousculent. Ce qui est dit un petit peu dans le milieu des philosophes qui s'intéressent au changement climatique, c'est que c'est déjà un peu tard pour l'atténuation et qu'il faut absolument travailler sur la question de l'adaptation. Mais en fait, non, il faut évidemment travailler sur les deux, mais ça pose des questions différentes. En particulier sur l'éthique du climat, ça pose des questions différentes. Qui peut réagir sur ce sujet? Non? On a fait le tour? Non, sur l'éthique du climat, c'est important, mais on ne peut pas opposer les deux et on ne peut pas minorer l'un ou l'autre. Non, pas les opposer, mais choisir. Non, il n'y a pas à choisir.
il y a une responsabilité commune. La première, et ça dépend où on est placé aussi sur le globe, j'ai envie de dire, en tant que praticien de gestion de politique publique. Si vous regardez les plans climat des collectivités de toute la zone tropicale équatoriale d'il y a une quinzaine d'années, leur plan climat était à 80% sur de l'adaptation et à 20% sur l'atténuation. Tout simplement parce que d'abord, c'était la priorité pour eux de s'adapter face à des aléas climatiques qu'ils avaient beaucoup plus forts que nous à ce moment-là, et deux, parce que la responsabilité d'atténuation était quand même beaucoup plus faible pour cette zone-là que nous dans les villes du Nord. Et si vous regardez ces plans climat des villes du Nord, c'était l'inverse, du 80-20. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on augmente la politique d'adaptation qu'on doit réduire la politique d'atténuation. C'est simplement qu'on est là, comme je disais tout à l'heure, face à un phénomène qui nous a rattrapés. Actuellement, le réchauffement à Paris, c'est plus de 2,3 degrés. On voit bien que gérer cette ville à plus de 2,3 degrés qu'à moins de 2,3 degrés, c'est pas pareil. Et qu'en revanche, mettre une politique d'adaptation en route, tant au niveau social qu'au niveau structurel, ça prend du temps. Je vous donne juste un exemple. Combien de temps va falloir pour qu'on change les rythmes de vie l'été à Paris et qu'on prenne des modèles éventuellement espagnols ou autres, parce qu'il va falloir fermer peut-être la Poste. Bon, la Poste va être fermée naturellement toute seule, mais... Attention, on est en direct quand même. Hein. Entre 12h et 17h. Il y en a qui aiment scier leur propre branche, je suis désolé. Mais entre 12h et 17h, par exemple, il faudra peut-être fermer une partie des services publics parce qu'ils seront plus fréquentables, ou qu'on n'aura plus les bâtiments fréquentables, ou que les gens ne pourront pas aller dehors. Combien de temps il faut pour mettre ça en place? Ça prend du temps, structurellement et socialement. Et donc, il faut anticiper. C'est des choses dont vous avez débattu, Esther Loisler, dans votre mission? Ouais, et j'aimerais même pousser le bouchon un peu plus loin, si vous me le permettez. Moi, je commence à me demander s'il ne faut pas faire sauter ce cadre atténuation-adaptation et utiliser des mots qui ont peut-être plus de charge politique, mais qui sont aussi plus représentatifs des changements qu'on doit faire aujourd'hui. Nous, à Paris, un des termes qui est ressorti dans des auditions, c'est révolution haussmannienne pour le bâti, par exemple. Révolution haussmannienne? Ouais, faire une révolution haussmannienne, parce qu'en fait, si on débitumise tout, c'est l'inverse de ce qu'a fait Haussmann, donc c'est comme pas une contre-révolution haussmannienne, mais en tout cas une seconde révolution haussmannienne. On pourrait aussi parler de bifurcation, de redirection. Enfin, il y a peut-être plein de mots comme ça qui sont plus représentatifs. Qui font peut-être plus rêver que adaptation. De l'ampleur des changements. Quand tu t'adaptes, tu es à la traîne, finalement, tu subis. En fait, moi, un des problèmes que j'ai avec l'adaptation, un des problèmes avec l'adaptation, bon, déjà, c'est un vocabulaire qui est issu du darwinisme, et je pense qu'en philo des sciences, il y a quand même pas mal de recherches là-dessus, quoique j'en suis pas si certaine. Mais en fait, quand on voit d'où ça vient, voilà, c'est la survie des plus forts, etc. Donc il y a aussi peut-être un enjeu d'inégalité sociale dans l'adaptation. Est-ce que tout le monde aura les moyens de s'adapter? Est-ce qu'il n'y a pas des adaptations qui sont qui sont contre-productives sur le plan climatique? Par exemple, si on installe la clim dans tous les bâtiments, en un sens, c'est une adaptation, mais en un sens, c'est aussi, on peut aussi parler de maladaptation si on prend aussi ce doublement de vue. Mais en fait, ça va adapter les bâtiments à la chaleur. Les corps qui sont à l'intérieur vont mieux rester à la chaleur. Mais finalement, on va avoir plus d'émissions de gaz à effet de serre, on va augmenter l'îlot de chaleur urbain. Et donc, finalement, on peut avoir aussi des solutions d'adaptation, notamment technosolutionnistes, qui en fait sont des vrais plaies sur le long terme pour le climat. Qu'est-ce que vous attendez, je m'adresse aussi bien à Yann Françoise qu'à Esther Loisler, de la part des scientifiques sur ces sujets? J'aimerais qu'on en reparle un tout petit peu, en termes de données, en termes de, je ne sais pas moi, quelques formes qu'elles prennent, de cartes, de conseils. Est-ce que par exemple, vous parliez à l'instant de changement d'habitude, de rythme. Est-ce que vous avez suffisamment d'expertise qui proviendrait du champ économique, social et SHS pour invalider des hypothèses, nourrir des réflexions? Est-ce que c'est des choses qui vous manquent ou finalement pas plus que ça? Sur le choix des rythmes de vie, non, je pense que ça ne manque pas. Après, plus il y a de littérature, de recherche là-dessus, d'accompagnement et de savoir aussi comment on accompagne pour faire le saut aussi d'acceptabilité sociale, ce n'est pas du tout négligeable. Et de comment on parle, comment on emmène tout le monde pour éviter aussi que les gens descendent dans la rue. Vous prenez juste que quand on n'est pas capable d'expliquer correctement une taxe carbone qui est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Il y a un sujet là. Il y a un sujet derrière. Donc c'est à nous aussi d'arriver à l'expliquer, à le traduire correctement et à corriger des mauvais messages. Non, ce que je disais déjà tout à l'heure, nous, ce qu'on attend maintenant, et c'est la liaison aussi avec le sujet quand même de Trax, du service climatique,
c'est des données de plus en plus précises à l'échelle locale, d'affiner les modèles à l'échelle locale pour nous permettre d'anticiper un peu plus. Ce qui se fait par exemple de mieux en mieux pour le monde agricole et tant mieux pour eux, mais pouvoir anticiper, nous, la pluie torrentielle du 16 août dernier, en l'espace d'une heure, c'est 15 stations de métro de fermées, c'est 30 000 personnes coupées, pas longtemps, mais quelques minutes d'électricité. Ça aurait pu toucher, heureusement pas, parce que ça s'est surtout passé sur le 15e arrondissement, puis après le 9e arrondissement, mais l'hôpital Georges Pompidou, qui est un point névralgique de la capitale. Et donc ces services climatiques, plus ils s'affinent, plus ils permettent aux décideurs d'anticiper, à plus ou moins long terme, c'est pas du tout négligeable. Et ça, pour moi, effectivement, c'est la science appliquée de demain, mais qui a besoin, et ce qu'on oublie souvent, de modèles très très fins qui ont été faits derrière, avec des gros calculateurs que les collectivités n'ont pas les moyens de se payer. En tant que scientifique, est-ce qu'on est en mesure de dire, j'allais dire, d'être dans la promesse scientifique et de dire, vous l'aurez? Certainement pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on avance parce qu'on fait de la recherche fondamentale. Et par principe, je ne peux pas garantir qu'on l'aura. Bienvenue dans le monde de la recherche. Donc, par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va s'efforcer de le faire. Et que pour le faire, on a identifié tout ce qu'il nous fallait. Le fait d'avoir des données observées, c'est très important pour augmenter ces modèles-là. Donc ça veut dire que si on peut le faire à Paris, parce qu'il y a des données à Paris, très bien, mais ce n'est pas la même chose de le transposer ailleurs, dans une autre ville où il n'y aurait pas ces données-là. Donc nous, on connaît les limites, on va s'efforcer de faire au mieux, mais non, c'est de la recherche fondamentale. Il faut savoir qu'ici, on n'est pas juste en train de devoir développer une solution technologique qu'on aurait sur l'étagère. C'est pas vrai, on est en train de le faire. Est-ce que c'est souvent ce qui transparaît ou c'est pas ce que les scientifiques ou la communauté dit, mais c'est ce qu'on entend parfois. On entend que finalement, ces dispositifs qui ne sont pas sur étagère, ils y sont, que c'est qu'une question de temps, que finalement, au bout d'un moment, on va arriver à fournir un arsenal permettant de faire ces évaluations, de faire ces suivis, etc., d'avoir ces cartes extrêmement fines qui permettent au kilomètre près de savoir s'il pleuvra ici ou là. Ça, c'est une illusion? En tout cas, c'est, sans être une illusion, quelque chose qu'on ne peut pas promettre et qu'il ne faut pas promettre. Alors, je ne suis pas sûr que tous les chercheurs, toutes les chercheuses soient d'ailleurs d'accord sur ce sujet. Non, on n'est pas tous d'accord sur ce sujet. Peut-être vous faites référence aux histoires des jumeaux numériques de la planète, du climat, de je ne sais pas quoi en fait. C'est vrai que les jumeaux numériques nous amènent une promesse comme quoi on va avoir accès à une information climatique pour guider l'adaptation à une échelle très très fine de 1 km et que ça va être disponible dans 5 ans. En fait, derrière le jumeau numérique, il y a autre chose que les modèles de climat dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment une fusion des données et d'une stratégie qui est plutôt basée sur l'intelligence artificielle, qui certes va nous donner une meilleure description du climat actuel, et donc pour une prévision des événements extrêmes dans les prochaines années très très proches, tout à fait, ça va être valable. Mais par contre, quand on veut se projeter plus loin dans le futur, et où là il faut mettre en jeu une dynamique des lois physiques, qu'en fait juste l'apprentissage à partir des données ne suffit pas à caractériser correctement, alors là non, c'est pas les jumeaux numériques qui vont donner la réponse. Donc il faut repasser, ce que Trax propose, c'est pas les jumeaux numériques, c'est l'alternative, qui est en fait une hiérarchie, un ensemble de plein d'outils dont les jumeaux numériques font partie parce qu'ils nous permettront de mieux décrire l'actuel. Mais pour le futur, ce n'est pas le jumeau numérique qui nous donnera la solution. Donc par rapport à ça, et je suis ravie qu'on ait ce débat parce que je pense qu'il faut être un petit peu honnête avec ce que Trax va faire et ce qu'il va essayer de faire et ce qu'on sait qu'on ne pourra pas faire. Donc le climat précis de Paris dans 50 ans, non, on ne va pas pouvoir vous le donner. Par contre, on va mettre en œuvre tout un tas d'outils qui fait que année après année, et plus on collectera des informations, et plus les jumeaux numériques nous renseigneront mieux sur ce qu'est l'actuel, alors oui, on va progresser dans cette direction. Mais tout de suite dire qu'on l'aura, qu'est-ce qu'on aura, non, c'est du domaine de la recherche. Et dans la recherche, on découvre au fur et à mesure qu'on travaille. Esther Loisler, et puis après je vais demander à Julie Jebel ce qu'elle pense de ce sujet, reparler d'incertitude et puis de parler des analogues climatiques pour notamment emmener des gens sur ces adaptations, atténuations. Esther Loisler, vous vouliez intervenir? Mais en fait, moi j'ai l'impression que les scientifiques, ils ont peut-être pas dit tout ce qu'ils avaient à dire, mais ils ont déjà dit beaucoup de choses. Suffisamment finalement pour agir? On a quand même énormément à la fois de constats. On sait vers où on va, on sait quelle trajectoire on est censé prendre pour avoir quel scénario de réchauffement climatique. On sait quelle est la situation en termes de biodiversité et des autres limites planétaires. On sait déjà aussi beaucoup de choses sur les solutions. Je ne sais pas, par exemple, sur l'atténuation. On a depuis plusieurs années des énormes synthèses comme le Drawdown Project qui recense et classe des centaines de solutions. Donc pour l'adaptation, c'est pareil. En fait, les solutions, on les a. On sait qu'il faut végétaliser la ville, désimperméabiliser, etc., rénover les bâtiments.
Donc en fait, j'ai envie de dire que les scientifiques, ils ont déjà fait le taf. Et les mettez pas au chômage quand même. Ce qui est intéressant justement, c'est d'être dans cette démarche de dialogue. Je trouve que le projet Track, c'est super intéressant de lancer cette démarche, d'aller affiner ce que les scientifiques peuvent apporter en allant parler aux acteurs, en allant parler à différentes parties prenantes qui sont confrontées aussi à des enjeux climatiques. Et parce que justement, c'est comme ça qu'on va peut-être pouvoir affiner aussi l'apport de la science. Mais je pense qu'il y a... Et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de scientifiques qui entrent en désobéissance civile ou qui signent des énormes tribunes appelant à défendre la désobéissance civile ou la résistance. Parce qu'en fait, les scientifiques, ils ont aussi un message de dire, en fait, écoutez-nous parce qu'on a déjà dit beaucoup, quoi. C'est le syndrome Don't Look Up. Julie Jebel, comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce qu'on réfléchit en philosophie des sciences sur la façon d'emmener des citoyens, des acteurs vers une série de décisions parfois difficiles? Alors, en tant que philosophe des Parlez sciences... bien dans le micro pour qu'on vous entende. En tant que philosophe des sciences, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est encore une fois la production de la connaissance. Mais ceci dit, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Esther, sur la façon dont vous avez fait, en fait, de ne pas inviter de climatologues, mais de quand même réfléchir à Paris 50. Ouais, voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que voilà, ça me permet de rebondir sur un aspect, à mon avis, qu'on discute beaucoup moins. On attend beaucoup des scientifiques, il y a une grosse pression sur il faut faire un calcul des incertitudes, il faut faire des prévisions de plus en plus précises, mais on parle beaucoup moins de l'attitude qu'on devrait avoir, nous, quand on réceptionne une information à laquelle est assignée une incertitude. Comment on prend une décision sous incertitude. Et ça, il y a des travaux qui ont été faits en philosophie là-dessus, mais ailleurs d'ailleurs, en sociologie aussi. Et il faut vraiment réfléchir à ça. Et je pense que cet exercice qui est de se dire, non mais on va imaginer que c'est certain, et qu'est-ce qu'on va faire si c'est ça qui va se passer devant ce scénario possible, c'est tout à fait ça, c'est prendre une décision, en tout cas imaginer l'action qui devrait y avoir. Et ça me permet de dire que pendant longtemps, il y avait cette idée, en tout cas pendant longtemps, hein, c'est relatif à l'histoire des sciences du climat, il y avait cette idée qu'il faut fournir des probabilités aux politiciens et politiciennes, que c'est la forme sous laquelle la connaissance, en tout cas les prévisions, les projections climatiques doivent être communiquées. Et il y a d'autres formes possibles pour présenter, transmettre l'information qui est de nature incertaine, comme les possibles, les scénarios, les narrations, les analogues climatiques. C'est pas très scientifique tout ça? Comment? C'est pas très scientifique tout ça? Mais non, justement, c'est scientifique. Si, c'est très scientifique. Si, c'est très scientifique. Il y a des thèses maintenant qu'on fait justement sur des narratifs. Non, c'est très scientifique. Ce qui est important, c'est toujours l'information. Ce qui est important, c'est toujours d'accompagner ce qu'on offre, le résultat qu'on offre, avec une petite histoire sur comment on a produit ce résultat. Par exemple, sur les analogues climatiques, il est important de dire que... On redit ce que c'est qu'un analogue. Un analogue climatique, alors, je ne vais pas dire je ne suis pas forcément la meilleure personne pour... mais par exemple, c'est... je dis n'importe quoi. Hein. C'est l'été à Paris en 2050 sera comme Madrid aujourd'hui. L'été à Madrid aujourd'hui. Même plus au sud, apparemment. Ouais, apparemment plus au sud. Bon. Assez bien. Ah ouais, ça serait bien. Et ces analogues climatiques reposent sur deux variables, si je ne m'abuse, la température et la précipitation. Or, il y a d'autres... voilà, et c'est une forme d'idéalisation. Hein, mais c'est quand même suffisant pour pouvoir se projeter, se figurer. Donc, c'est pas exact, mais c'est suffisamment vrai pour... C'est pertinent. C'est pertinent. Et je pense que c'est pertinent, et c'est intéressant. Et je pense que tout à l'heure, je définissais la connaissance utile comme elle est définie en STS, comme étant fiable, pertinente et légitime. Il faut, je pense, ajouter deux autres adjectifs importants. C'est l'intelligibilité pour la personne qui va utiliser la connaissance et le bon timing, quoi. Il faut fournir une connaissance, ça ne sert à rien de fournir une connaissance en 2100 si c'est une information dont on a besoin en 2050. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Je retiens le mot intelligibilité, puis on va peut-être parler des rapports. Les rapports sont-ils, je vous pose la question, mais je me tourne tout de suite vers la salle pour prendre les questions qui sont bien plus pertinentes que celles de l'animateur. Les rapports sont-ils
des outils efficaces et pertinents de communication et de vulgarisation scientifique sur ces sujets en 2023? Je vous laisse la question. C'est le moment promis de vos multiples questions. Je veux bien, David, tu es toujours là, qu'on passe à la slide suivante, parce que voilà, ça va me donner la possibilité de faire la transition. Questions, remarques, des choses vous ont-elles surprises, agacées, étonnées au cours de cette conversation? Avez-vous des compléments à faire? Je me tourne vers les leaders de Trax. Si vous avez des compléments à apporter, c'est le moment. On va se prendre... Allez, quelle heure est-il? Voilà, pas plus d'une vingtaine de minutes pour clore cet échange, à moins que d'un coup, 50 bras se lèvent. Intelligibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans le sens d'une meilleure intelligibilité? D'ailleurs, quand vous parlez d'intelligibilité, Julie Jebel, vous pensez à quoi? Il faut quelque chose de plus clair, de plus vulgarisé, ou c'est encore autre chose? Il me faudrait encore quelques mois pour réfléchir avant de répondre à cette question. Mais, par exemple, qu'est-ce que vous pensez, alors c'est dommage, je n'ai pas la photo là, mais qu'est-ce que vous pensez du rapport de la synthèse du GIEC en tant que format, en tant que livrable? Je pense qu'il y a un véritable effort à rendre le résumé, hein, pas le rapport complet, mais à le rendre intelligible. D'ailleurs, il y a un gros travail qui est fait lors de des délibérations qui sont faites lorsqu'ils votent ligne à ligne le résumé, pour que la façon dont est présentée l'information ne soit pas source de mauvaise interprétation, qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc l'intelligibilité, oui, c'est quelque chose d'important et qui est visé dans la rédaction des résumés. Et des rapports aussi, hein, mais des résumés. Alors peut-être un petit mot, Yann-François, sur cette image, parce qu'il s'agit de textes, de documents auxquels, pour le dernier en tout cas, je crois, vous avez participé. Il s'agit, pour les trois? Oui. Puis oui. Il s'agissait de transposer à l'échelle de la ville des idées évoquées dans le cadre des rapports du GIEC, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, l'idée est née pas sur le 6e rapport, mais sur le rapport 1,5 degré, qui, je pense d'ailleurs, a marqué un tournant aussi dans la communication du GIEC et de la perception aussi de la rapport du GIEC, sur le rapport spécial 1,5 degré, qui avait fait des grands progrès, mais on s'est retrouvé avec un groupe, on va dire, de camarades des villes, mais aussi, nous avons aussi des camarades scientifiques et co-auteurs du GIEC, en nous posant justement la question en disant: est-ce que c'est intelligible pour vous? Est-ce que c'est utile? On a fait des progrès, est-ce que c'est utile pour vos élus? Et on leur a dit, on va rebosser. Parce que tout simplement, le diagramme, il n'est pas compréhensible tout de suite, ou le poster, où on peut mettre 2 heures dans une recherche scientifique. Nous, on a 3 minutes pour le présenter sur une diapo à un élu. Et il faut que ça parle tout de suite. Donc on retraduit, et parfois pas bien. Donc on a fait une alliance, effectivement, d'un groupe de co-auteurs du GIEC, validé par le GIEC parce que c'est quand même une institution, et de co-auteurs praticiens des villes, pour écrire un premier résumé pour les décideurs locaux du rapport 1,5 degré. Et de cette communauté, en fait, a grandi, ça a intéressé beaucoup plus de co-auteurs, parce que je crois que maintenant il y en a une trentaine qui se sont associés à nous, une trentaine aussi de collectivités de par le monde. Notre but aussi, c'était pas d'avoir qu'une vision du Nord, qu'une vision d'une partie du Sud, etc. Donc on touche maintenant les 5 continents. Et on a ouvert aussi, pour ce résumé, donc pour les décideurs urbains, à un groupe de leaders d'entreprise, qui était aussi intéressant parce qu'on veut emmener tout le monde et que la donnée scientifique sur les 3 domaines soit accessible à tout le monde. Et donc, en parallèle que les rapports sortaient, nous, on se retrouvait à essayer de retraduire à nouveau le résumé et les quintessences du rapport. Notre chance, c'est qu'on pouvait aller chercher aussi dans le rapport des choses qui n'avaient pas été validées dans le résumé exécutif, parce qu'il faut rappeler que le résumé exécutif, c'est quand même une décision des États qui sont membres du secrétariat et du bureau du GIEC. Donc il y a une parole qui est aussi un peu contrôlée. C'est un peu comme dans la COP, si vous voulez introduire le mot fossile, ça va prendre du temps. Voilà. Et il y a aussi, heureusement que les scientifiques sont plus garants que ça. Et donc voilà, et on s'est retrouvés, et donc là, il y a effectivement pris à l'écran les 3 résumés des 3 premiers tomes
Voilà, on va sortir bien évidemment le 4e de synthèse pour tout le monde. Et alors, c'est très drôle la traduction avec un point d'interrogation. Normalement, on a enfin obtenu financement pour que ce soit traduit dans les 6 langues de l'ONU. Donc vous aurez une version française bientôt, parce que ça aussi c'est important. C'est de rendre accessible ce formidable graphique là, qui est sorti pour la première fois là, du rapport du GIEC, où tout le monde le met dans la presse, avec l'espérance de vie et de ce que vous allez connaître, etc. Et que finalement, vous va peut-être être mieux très très vieux maintenant pour avoir une vie à peu près correcte, etc. Il est toujours qu'en anglais. Et donc si on veut l'utiliser dans tous les journaux, etc., et tout de suite avec tout le monde, il faut qu'on le traduise. C'est ce qu'on fait nous, parce qu'on est praticiens. Mais c'est important de donner aussi l'info dans toutes les langues disponibles à chacun. Et ça, c'est un gros travail à faire collectif. J'ai une question sur le chat. Champagne. Pour atténuer le changement climatique, va-t-on utiliser la géo-ingénierie climatique en France? Faut-il en avoir peur? Vous avez 3 heures. Alors moi, je peux parler que c'est des choses qu'on évalue dans les modèles de climat. Alors, il y a plein de géo-ingénieries différentes. Ça fait partie des exercices d'intercomparaison des modèles qu'on a fait pour les rapports du GIEC. Il y avait plusieurs techniques de géo-ingénierie. Là, il y a d'autres, alors pas géo-ingénierie, mais je dirais technosolutions quand même. Toutes les projections qu'on a où on revient à une neutralité carbone, où on revient après avoir passé un seuil de réchauffement au-delà de 1,5 ou 2 degrés, et ensuite on revient, c'est sur des techniques de puisage de carbone, d'atténuation du changement climatique, qui sont pour l'instant tout à fait prospectives. Donc je crois que... Est-ce qu'on va utiliser ça en France ? Ça vaut le coup d'investir là-dedans ? Ça vaut le coup d'investir, je parle d'investir un temps de recherche là-dedans ? C'est un signal positif à envoyer auprès Alors de la... là, pour le coup, c'est une question, en tant que scientifique, je suis très mal à l'aise de répondre, parce que c'est une question politique. C'est pour ça que je vous la pose. Mais j'accepte que les chercheurs doivent devenir aussi des êtres politiques. Moi, je pense que ce qui vaut le coup, c'est d'investir là-dedans, pas au détriment d'autre chose. Vous savez bien que c'est impossible. Eh bien, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas crédit infini. Vous n'avez pas... Enfin, je veux dire, je ne connais pas d'organisme de recherche suffisamment... à l'échelle du monde suffisamment argenté, j'allais dire, pour pouvoir... Alors, je vais formuler les choses différemment. Est-ce que l'investissement dans la géo-ingénierie, et donc ces technosolutions, c'est quoi la motivation profonde? C'est de nous permettre de continuer à vivre comme maintenant, avec le même niveau d'énergie, avec le même niveau de gaspillage énergétique? Alors là, dans ces cas-là, ma réponse est clairement non. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne dit pas entre atténuation et adaptation, c'est d'abord parler de sobriété. C'est quand même le mot d'ordre qu'on revoit partout, que tout le monde parle, mais que personne ne veut embrasser parce que ça fait peur. Moi, je pense qu'il faut d'abord parler de sobriété. Ou que certains embrassent avec beaucoup de facilité à base de slogans et de revernissage. Oui, mais je pense que là, clairement, cette histoire de géo-ingénierie, moi je suis d'accord pour investir dedans, si c'est pas au détriment de la sobriété, si c'est pas au détriment de tout le reste. Et en fait, je pense qu'on en aura besoin. C'est-à-dire que réellement, toutes les solutions seront bonnes à prendre. Mais surtout ne pas croire qu'il y en a une qui va nous permettre de faire la passe sur les autres et surtout pas sur la sobriété. Allez-y Esther Loisler, vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse. Ouais. Mais moi j'ai un point de vue peut-être plus éthique et politique que scientifique. J'ai pas fait de recherche sur le sujet. J'ai juste lu un excellent livre que je vous recommande qui s'appelle Les apprentis sorciers du climat, sur lequel vous avez en couverture cette image que vous connaissez sans doute tous du fameux dessin animé où Mickey anime des balais et les balais commencent à partir complètement... C'est Fantasia. C'est Fantasia. Fantasia, exactement. Merci, il est tard et j'ai plus tous mes neurones allumés. En fait, pour moi, la géo-ingénierie, c'est justement croire qu'on va pouvoir continuer à avoir notre mode de vie tel qu'il est et tricher ensuite avec des solutions techniques qui ne sont même pas au point aujourd'hui. Donc finalement, en fait, c'est un peu comme si on pensait pouvoir rédiger notre anti-sèche pendant l'examen, quoi. Et je pense que ça pose énormément de problèmes, sachant qu'aujourd'hui, la seule technique de géo-ingénierie qui serait vraiment efficiente pour réduire les émissions, de ce que moi j'ai pu comprendre, c'est d'injecter du soufre dans la couche supérieure de l'atmosphère, ce qui a des impacts déjà sur le ciel et sur la santé aussi, et sur la biodiversité. Donc il y a des services qui peuvent être rendus ou des solutions qui peuvent être produites par la recherche scientifique qui ne sont pas des services rendus, des vrais services climatiques? Pour moi, c'est plutôt des faux amis, c'est ça? Pour moi, c'est une fuite en avant de l'industrie, notamment pétrolière, tout comme les technologies de carbon capture and storage dont on parlait, donc les fameux puits de carbone, autres que des forêts, de la reforestation, de la revégétalisation.
Pour moi, c'est des leurres qui permettent de justifier une compensation carbone ou des scénarios de redescendre sous la barre de 1,5 qui en fait sont un leurre. Julie Jebel, existe-t-il à votre connaissance dans la communauté scientifique des débats, des échanges au gré desquels des chercheuses, des chercheurs se diraient non, je ne veux pas aller dans cette voie-là, je ne veux pas travailler sur ces thématiques de recherche-là, je ne veux pas enseigner sur ces thématiques de recherche-là, je ne veux pas développer des connaissances en ingénierie sur ces thématiques-là, parce qu'elles sont finalement contre-productives ou je ne m'y retrouve pas. Ou est-ce que vous voyez monter en puissance ce type de réflexion, de débat, de questions dans la communauté scientifique? Est-ce que toutes les recherches, pour dire la question différemment, est-ce que toutes les recherches méritent d'être menées aux yeux de la communauté scientifique? Moi, je pense que les chercheurs-chercheuses choisissent souvent leur sujet de recherche et que, de fait, certaines personnes ne s'orientent pas. Ils choisissent leur sujet de recherche ou ils vont là où il y a de la lumière? Oui, non, et je dis lumière pour rester poli. Non, mais effectivement qu'il y a des, il y a aussi cet aspect-là, effectivement. Mais j'ai envie de dire quelque chose par rapport. Allez-y, ma question n'était pas si intéressante que ça. Non, je suis désolée. Mais dans la continuité, je pense que cette question, par exemple, de la géo-ingénierie, ça devrait être discuté. On devrait avoir des groupes délibératifs pour discuter. Est-ce que, oui ou non, on s'oriente, et on oriente une partie de la recherche, vers l'étude du climat selon tel ou tel scénario. Et avec, voilà, on crée on prend des comme pour la Convention citoyenne, on réunit un échantillon de la population, on fait délibérer des gens entre eux. Et je voyais Anne-Françoise grimacer. et on réfléchit sur... je pense qu'individuellement, c'est difficile de se positionner. Je pense que c'est vraiment... C'est là où l'importance des valeurs, le rôle des valeurs qui peut être réinjecté dans la production de la connaissance, c'est de savoir, est-ce que ça vous intéresse qu'on explore tel ou tel scénario? Ou c'est pas un choix de société du tout? D'autres questions? Ah, madame, excusez-moi, je vais donner la priorité au direct. Mais pendant que je m'approche de la dame, vous pouvez faire quelques remarques. Oui, pour venir sur la géo-ingénierie, je pense qu'on n'est pas tout à fait pas d'accord, en fait, Esther. Mais en fait, moi, je réponds à la question, justement, de Julie. Est-ce qu'en tant que scientifique, il y a un moment où on se dit « je refuse ». Et l'exemple, par exemple, sur la géo-ingénierie, qui était l'ensemencement de l'océan austral avec du fer pour favoriser la pompe de carbone, mais fort heureusement que les scientifiques l'ont exploré pour dire « stop, surtout, on ne le fait pas, c'est n'importe quoi ». Alors, le temps de la recherche a fait que ça avait déjà un peu été fait, il faut le dire, mais je pense que c'est notre responsabilité de chercheurs aussi d'aller expérimenter ça, de ne pas jouer aux apprentis sorciers en laissant croire que c'est une solution, mais il ne faut pas rêver. Maintenant, on est passé au crible des arguments et donc on doit les amener. Donc oui, moi, en tant que scientifique, ça me déplairait de le faire, mais me dire que je ne le fais pas et que du coup, cette solution, elle est appliquée alors qu'on ne sait pas les conséquences, je pense que c'est plus grave. Donc peut-être il va falloir que je me résolve à faire tourner le modèle dans un scénario de captation pour voir ce que ça donne, pour après dire « regardez, ça ne marche pas du tout ». Je pense que ça fait aussi partie des choses qu'on doit faire. Oui, alors, je trouve le sujet passionnant, donc je ne veux pas le couper, mais en fait j'avais une autre question. Mais premièrement, je suis un petit peu d'accord que peut-être un des rôles des scientifiques, c'est quand même de quantifier les conséquences et pouvoir éclairer les choix de société, y compris des choix qui sont a priori pas forcément ceux qu'on a envie, mais en tout cas donner des billes pour les éclairer. Mais c'était pas ça que je voulais, et c'était une question à propos de Paris 50 degrés. Je trouve ça intéressant de raisonner en termes de température cible. Par contre, par rapport à ce que disait Christophe, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand même pas la même chose si on atteint 50 degrés l'année prochaine ou dans 10 ans, et en termes de trajectoire d'adaptation et de mesures à mettre en œuvre, c'est très différent. Et donc je me demandais comment est-ce que vous aviez pris ça en compte, parce que à partir du moment où on rentre là-dedans, on introduit cette espèce d'incertitude ou ces différentes histoires ou ces différents scénarios, et c'est très important, soit pour ne pas faire des mesures à minima alors qu'on a 5 ans devant nous, soit au contraire pour ne pas faire des trucs démesurés alors qu'il va falloir s'y adapter dans 2 mois. Merci madame. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Vous pouvez répondre peut-être Esther Loisler pendant que je donne le micro à monsieur. Merci beaucoup, je trouve que c'est une très très bonne question, effectivement, et j'ai peut-être pas détaillé là-dessus.
Effectivement, nous, on est un peu dans l'optique de cette citation qui dit « Hope for the best, plan for the worst ». Donc, espérer pour le meilleur et se préparer au pire. Donc, on s'est vraiment mis dans l'optique de préparer comme si les 50 degrés pouvaient arriver dès cet été. Donc, en fait, on a eu vraiment une réflexion aussi sur les temporalités. Dire il va falloir de la gestion de crise, donc des choses qu'on met en place maintenant, rapidement, pour réagir si on a un événement comme ça sur lequel structurellement on n'est pas prêt et pas adapté. Et une réflexion plus sur le moyen à long terme de comment est-ce qu'on fait de la planification, comment est-ce qu'on fait de l'adaptation de long terme, enfin tout ce qui est par exemple végétalisation, désimperméabilisation dont parlait beaucoup Yann, même construire une cour oasis, le projet il a été lancé en 2017 et complètement si je me trompe, mais je crois qu'il y en a une dizaine actuellement. Enfin, en fait c'est des projets qui mettent du temps à se concrétiser, tout simplement parce que c'est des investissements, c'est des travaux, etc. Et donc oui forcément en fait on est sur des échelles de temps différentes, mais en fait on a essayé de se poser la question de anticiper que ça pourrait arriver très vite, mais garder le fil des différentes temporalités pour quand même avoir une réflexion qui se tient et qui n'est pas juste répondre dans l'urgence. En gros, si ça répond à la question. Juste un complément rapide, si vous permettez. Il faut voir aussi que la ville de Paris est dotée d'un plan climat qui a une politique d'atténuation et d'adaptation. Donc tous les enseignements qui pourront arriver de la mission d'évaluation vont être intégrés dans le prochain plan climat en termes stratégiques de planification à plus ou moins long terme. Ce qu'il faut savoir aussi, et même si ça a le même titre, parce que ce n'était pas le nom de la mission au départ, c'est que depuis 1 an, on a lancé une réflexion pour créer un exercice de crise Paris à 50 degrés. Cet exercice de crise est préparé avec les scientifiques membres du GREC, c'est le groupe de recherche d'experts sur le climat francilien, ou qui ont écrit ce scénario d'évolution éventuellement de cette bombe de chaleur. Et actuellement, d'ailleurs, en ce moment, il y en avait encore un aujourd'hui dans l'académie, il y a des groupes de travail avec l'ensemble des opérateurs qui font le territoire pour voir sur comment se passe ce scénario et comment votre système réagit. À quel moment, par exemple, le système électrique saute à 45, à 47, à 49 degrés, à 50, et si le système électrique saute, toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et les enseignements de cet exercice de crise vont nous permettre de réadapter les services et de voir aussi dans tous les opérateurs, que ce soit la RATP, la SNCF, les électriciens, mais aussi les EHPAD ou autres, quel plan de continuité on doit améliorer et intégrer à plus ou moins long terme, en espérant tous, bien évidemment, que ça n'arrive pas. Voilà, c'est aussi ça, la loterie, on va dire, ou de la fréquence de la météo, et qu'on espère que ça n'arrive pas. Cet été, ça n'arrive pas. Surtout l'an prochain, par exemple, je ne sais pas pourquoi, voilà, où il va y avoir beaucoup de monde sur ce territoire, mais que ça n'arrive pas du tout. Mais si ça arrive, il faut qu'on se prépare. Donc il y a les deux, entre guillemets. Il y a la stratégie planification à plus ou moins long terme, mais qui commence dès demain. Et on citait Cour Oasis, donc c'est une centaine quand même pour cet été. Mais les cours Oasis, pendant très très longtemps, il y a eu un refus aussi social, parce que c'est dans les cours d'école qu'on veut maintenant les ouvrir au public le week-end, mais la cour d'école, c'est sacré dans l'idée des gens. Et on ne pénètre pas dans la cour d'école, on ne laisse pas des étrangers revenir dans la cour d'école, etc. Donc ce dialogue, finalement, qu'on ne pensait pas au début, un peu culturel ou autre, il a été tout aussi long que dire aux ingénieurs, dont je faisais partie à une époque, etc., de dire, tu as appris à faire une ville étanche, maintenant il faut que tu apprennes à faire une ville éponge. C'était plus facilement discutable dans les ingénieurs qu'au niveau de la population, de dire, on va ouvrir l'école et il va y avoir d'autres personnes que les familles qui vont venir le week-end, par exemple. Oui, alors, l'essentiel, on peut envisager le problème à des différentes échelles. Je crois que l'échelle fondamentale, c'est supprimer les rejets de CO2. Ça, c'est le CO2 qui fait qu'il y a un changement climatique très fort. Et on ne s'est pas encore entendu en France en particulier, lorsqu'on accuse le gouvernement de ne pas lutter contre le changement climatique, eh bien, quelles sont les priorités? Alors, il faudrait définir les priorités. Est-ce que c'est justement l'isolation des bâtiments? Est-ce que c'est développer les éoliennes, développer l'énergie solaire ou même l'énergie nucléaire? Et on voit qu'il y a des mouvements sociaux très importants, par exemple, contre les éoliennes. Bon, comment gérer ceci? Comment gérer, par exemple, aussi, il y a une question sociologique, comment gérer les gilets jaunes, comment gérer les bonnets rouges qui ont refusé la taxe carbone? Alors ça, c'est le premier ordre global. Alors, le changement climatique, eh bien, il ne se fait pas de façon uniforme sur la planète. Il y a
changements qui peuvent être très préjudiciables, par exemple dans le Sahel. Est-ce qu'on va retrouver les sécheresses que l'on a eues dans les années 70-80? À l'heure actuelle, les sécheresses au Sahel n'ont pas l'air très conséquentes, mais est-ce que le changement climatique va les activer ou va les atténuer? Une autre chose importante, par exemple au point de vue sociologique, au point de vue économique, c'est les stations de sport d'hiver. Bon, comment gérer l'absence de neige? Il faut prévoir cette absence de neige dans les stations, par exemple dans le Jura ou dans le Massif central. Dans l'échelle de 10 ans, il faut que ces stations changent totalement leur politique de... oui, ça fait beaucoup de sujets. Alors je crois qu'il faut sérier les sujets. Le premier, c'est comment atténuer le rejet de carbone, le rejet de CO2. Quelles sont les priorités que l'on doit mettre? Je vais vous reprendre le micro du coup. On a bien compris vos interventions. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci Michel. Vous avez 3 heures devant vous pour terminer. Mais non, mais Michel est océanographe, climatologue, il connaît bien ces sujets-là, et je pense que... Oui. Bah, c'est pour ça qu'on ne vous a pas invité à la table ronde, je plaisante évidemment. Alors, non, mais c'est vrai, face à tous ces sujets... C'est ça. Face à tous ces sujets, il y a en effet un élément important qui est réduire les émissions de dioxyde de carbone et de tous les gaz à effet de serre. Et il y a des priorités à faire, c'est vrai, mais je pense que ça, je me retourne vers les élus, vers les décideurs. Pourquoi on ne fait pas plus? Pourquoi on doit faire des priorités? En fait, il y a tout à descendre, il y a tout à baisser. Et je crois qu'il faut être un petit peu plus transparent sur ça. Mais derrière, c'est vrai, moi-même, en tant que citoyenne, j'étais surprise que la taxe carbone soit aussi peu acceptée en fait, par l'opinion publique. Est-ce que c'est juste parce qu'on l'a mal présentée? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, c'est arrivé comme une injonction? Il ne faut pas rêver. Le temps de l'action, il est urgent de se rendre compte que c'est maintenant, en fait. C'est là tout de suite qu'il faut le faire et qu'il faut agir sur tous les côtés. On va commencer par éteindre les lampes de cette... Déjà, on n'a pas de chauffage ce soir, c'est très bien. Il fait un peu froid, mais c'est l'exemple. Non, mais vous avez froid? Pour de vrai, je crois que le temps de l'action, il est là. Et il n'y a plus à réfléchir. C'est là où, Michel, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ce n'est pas une chose versus une autre. Il y a tout à faire. Il faut agir partout. Alors, par contre... Mais agir partout en même temps, est-ce que c'est pas prendre le risque d'agir en ordre dispersé? C'est un petit peu la question de la hiérarchisation des... Sauf que l'urgence, elle est telle qu'il faut agir partout. Et à un moment, il faut aussi arrêter de s'édulcorer, de dire oui, mais alors peut-être si on fait ça d'abord, ça va améliorer. C'est vous qui avez parlé de Don't Look Up tout à l'heure. Je suis désolée, mais des moments Don't Look Up, moi j'en vis une fois par semaine quand même encore. Encore maintenant, il faut le dire. Donc je ne veux pas du tout cracher sur les journalistes ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il est urgent d'agir partout. Donc on doit tout faire. Et trouver aussi les moyens de convaincre. Alors j'espère que vous êtes convaincus dans la salle, mais sinon, moi, je suis ravie d'en entendre d'autres solutions. Non. Mais je vous rassure qu'au niveau local, ça agit. Et justement, j'invite aussi quand même la communauté scientifique à se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Oui, on n'a pas des grands livrables, etc., qui sont des publications. Mais pourtant, regardez, il y a 350 plans climat adoptés dans les collectivités en France. Ils sont hétérogènes, comme l'action climatique au niveau international. Certains vont très très loin. Et pas obligatoirement, je ne parle pas obligatoirement du mien, même s'il a reçu un prix aux Nations Unies. Mais pourquoi? Parce que les collectivités ont un moyen d'agir beaucoup plus flexible que les États. Mais on ne peut pas agir tout seul. Il faut qu'au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, tout soit aligné. Et alors, on va vraiment accélérer. Mais regardez l'action locale, regardez l'action aussi de la ville de Paris, elle est holistique. Les actions des communes, elle est holistique. Elle s'intéresse autant à la rénovation énergétique des logements, du tertiaire, là où aucun maire de France n'a de compétences directes, mais pourtant on essaye d'insinuer, sur la mobilité. Je vous rappelle que le pouvoir des transports en France, normalement, c'est aux régions. Pourtant, quand même, la municipalité parisienne a beaucoup été entendue sur les transports, etc. Moins 50% de gaz à effet de serre en 15 ans sur les transports. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, avec des difficultés d'acceptation sociale, avec des courages politiques et parfois des problèmes aussi de choix, de dire... Je vous rappelle que pendant très très longtemps, en France, on a valorisé le diesel pour des problèmes de CO2. C'est un gros problème de qualité de l'air. Oui, mais c'est un problème de qualité de l'air aussi. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir les deux. On parlait tout à l'heure de... Est-ce qu'on opposait atténuation, adaptation? Un truc qui m'horripile, ça, vous le savez maintenant. Mais on n'a pas opposé non plus
adaptation au changement climatique et qualité de l'air et santé directe. La pollution atmosphérique est un problème local, certes, mais de santé publique directe, et qu'il faut qu'on s'assure que dès qu'on prend une solution d'atténuation éventuellement, on n'empire pas la qualité de l'air aussi et la santé des gens. Donc c'est l'ensemble de l'écosystème, y compris sur la biodiversité. Mais regardez ce qui se passe au niveau local, il y a énormément à partager et à apprendre, et justement à voir comment on peut accélérer ensemble cette connaissance et de voir qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui marche pas aussi, et de approfondir l'évaluation de ces projets pour accompagner la décision politique. Elle a une dernière question et puis on va s'approcher de la fin de cette table ronde qui vient du chat. On a beaucoup entendu parler récemment d'une France à plus 4 degrés d'ici 2100, contrairement aux 50 degrés à Paris. N'est-ce pas trop abstrait pour le grand public? Comment rendre plus concret cette valeur? On est encore là sur des sujets peut-être de communication, de partage d'informations. Alors, ce qui est très très bizarre, et c'est là qu'on a un problème peut-être de valorisation de questions scientifiques, c'est que quand le ministre dit plus 15 degrés, et je ne suis pas là pour défendre le ministre, tout le monde le dit qu'il va être pessimiste et que tout à coup il abandonne certaines choses, etc. Mais un plus 4 degrés en France, c'est normalement une élévation moyenne de température mondiale aux alentours de plus de degrés, du fait que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite. Plus de degrés, c'est encore un scénario légèrement optimiste de l'avenir du globe. Donc on n'est pas sur une situation du pire. Nous, nos modèles qu'on a développés avec nos amis du GREC, etc., pour Paris, on est sur un scénario optimiste qui est déjà à plus 2,7 degrés global, moyenne, globe, donc ça veut dire un 5 à Paris, avec des conséquences assez importantes et lourdes à gérer. C'est-à-dire que l'été qu'on a connu là, cet été, avec donc, ce qu'on a vu, les 22 jours au-dessus de 30 degrés, la pluie torrentielle ou autre, c'est normalement, quel que soit le scénario, parce qu'à 2030, je pense qu'on est tous d'accord, quel que soit le scénario climatique, c'est le point de passage quasiment identique pour tous les scénarios, c'est l'été 2030. Ce qui nous permet aussi, nous, de dire, voilà, on a à peu près la photo de l'été 2030. Est-ce qu'on a été en capacité de le gérer correctement? Qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et ça doit tout de suite permettre de modifier les politiques. Esther Loiselin, vous vouliez ajouter quelque chose, mais on va s'arrêter là parce qu'il est 21h. Ouais, je pense que plus 4 degrés à l'échelle France et 50 degrés à Paris, ça va ensemble, c'est pas du tout opposé. Je voulais juste revenir sur ça et j'aurais bien aimé aussi répondre à monsieur. Je pense qu'on a un peu oblitéré une partie de votre question sur justement la question sociale. Et du coup, j'aimerais bien conclure sur ça. C'est moi les 3 principales leçons que je tire des derniers rapports du GIEC. Sur l'atténuation, la première, c'est qu'il va falloir sortir des énergies fossiles. C'est un message qu'on n'a pas dit clairement, mais les scientifiques commencent à le dire. C'est le premier rapport qui le dit de manière claire. Ils disent plus un nouveau puits pétrolier, plus une nouvelle mine de charbon, plus un seul puits de gaz, etc. Donc ça, c'est un point qui est, à mon avis, crucial. Et on pourra faire toute l'adaptation qu'on veut, toute la renaturation qu'on veut. Tant qu'on continue d'exploiter les énergies fossiles, on aura des problèmes climatiques. Les 2 points qui vont avec ça et qu'on mentionne moins souvent, moi, c'est des concepts qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y a le concept de co-bénéfice. Dire que quand on change, en fait, ça bénéficie non seulement au climat, mais aussi aux humains, aussi aux vivants en général. Ça, c'est quelque chose qui est super bien montré dans le dernier rapport du GIEC et on peut le voir à travers plein d'exemples. Si on prend l'exemple des cours Oasis, parce qu'on en a beaucoup parlé, si on plante des arbres dans les cours d'école, en fait, ça améliore la santé des enfants, ça améliore leur rapport à la nature, ça améliore le bien-être. Ça permet aussi à de la biodiversité peut-être de revenir là où elle n'avait plus sa place. Donc en fait, ça a plein de co-bénéfices et ça, c'est quelque chose de super important parce qu'en général, quand on dit il va falloir fermer les infrastructures fossiles, on parle d'un renoncement, on parle d'un changement de mode de vie qui peut aussi être dur à accepter parce que nous, on est comme ça, on n'aime pas le changement. Et le dernier point qui est clé et qui, à mon avis, est celui qui est peut-être le moins pris en compte par la communauté scientifique, ce qui peut expliquer que du coup, on a des surprises des fois, genre en fait, les gens ne voulaient pas de la taxe carbone, c'est celui de la justice climatique. En fait, par exemple, les Français, tant qu'ils seront obligés d'aller prendre leur bagnole pour aller travailler et qu'ils verront machin qui prend son yacht pour partir en vacances, etc. Tant qu'on a ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'effort inégalement réparti, ce sentiment de c'est toujours les mêmes qui payent, etc. Ce sentiment de c'est nous qui nous prenons toutes les conséquences et en plus on nous demande de faire encore des efforts, etc. Je pense que c'est quelque chose de vraiment clé qui a aussi beaucoup exprimé le mouvement climat en créant des liens avec d'autres mouvements sociaux, notamment le mouvement des retraites récemment. En fait, on voit que cet enjeu de la justice climatique, il est clé et qu'on ne pourra pas réduire les émissions tant qu'on n'aura pas, à mon avis, bien enregistré ces 3 éléments. Voilà, qui plaide pour une intégration à fond des sciences humaines et sociales, et j'y inclus bien sûr la philosophie. Voilà, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, à moins qu'une question vous brûle les lèvres, parce qu'il est 21h, on doit rendre l'antenne, je crois. Si on en a... Oui,
Voilà. Je vous remercie infiniment à vous quatre. Merci Yann-Françoise, Julie Jebel, Esther Loisler et Julie Dehaye. Merci beaucoup pour votre participation à cette conversation. Et voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir été parmi nous ce soir. On n'a pas fait le tour des sujets, mais on en a abordé quelques-uns. Merci à vous.